Vous avez répondu présent déjà 2 fois. La première fois, c'était pour la conférence du professeur Georges Bensoussan. La semaine dernière, à la présentation qu'on fait des présentations, témoignages qu'on fait des personnes qui ont échappé aux attentats du 7 octobre et qui ont développé tout ça devant vous ici. Ce soir, nous allons avoir, parce que j'avais 203, une présentation du professeur Dov Maimon, à qui je veux souhaiter, en votre nom à tous, la bienvenue à Strasbourg. Je sais que j'ai pas encore eu le temps de suffisamment discuter avec lui, mais je crois qu'il connaît un peu Strasbourg et qu'il était ravi, m'a-t-il dit, de pouvoir venir ici. Moi, je ne l'ai découvert qu'à travers une émission sur YouTube où j'avais trouvé que ses propos étaient totalement en phase avec les questions que nous nous posions. Vous avez pu me lire à plusieurs reprises. Je n'ai cessé de demander est-ce que nous avons pris conscience de ce qui s'est passé le 7 octobre et est-ce que nous avons pu imaginer qu'une telle chose pouvait arriver et surtout maintenant que c'est arrivé, est-ce qu'on peut se poser légitimement cette question? Israël qui était pour nous le pays, la terre, refuge de tous les Juifs du monde, avec une armée qui était exceptionnelle, qui a montré une grave défaillance, mais aussi une population qui, avant le 7 octobre, était dans un état de division absolue. Et après ce 7 octobre, nous devons nous reconstruire et essayer de trouver notre place et notre avenir en tant que juifs en France, mais également en tant que juifs en Israël. Ce que j'ai entendu de monsieur le professeur Dov Maimon a été, à mon sens, une première réflexion, une des premières réflexions les plus abouties que j'ai entendues jusqu'à aujourd'hui. Je dois rajouter que ce matin, j'ai lu dans le Figaro l'opinion de BHL, Bernard-Henri Lévy, qui était également assez proche de la question que nous nous posons tous légitimement. Je ne vais pas faire de conférence à la place du professeur Dov Maimon, mais je suis sûr qu'il va vous amener d'autres questions que les miennes, parce que chez nous les Juifs, c'est au moins ça dont il est question, c'est d'abord des questions. Et j'espère qu'il vous donnera des pistes de réflexion pour trouver éventuellement des réponses, voire mettre en place une stratégie pour l'avenir et l'avenir de notre communauté et l'avenir des Juifs en France, en Alsace évidemment, en France et dans le monde en général, et effectivement d'abord et avant tout en Israël. Monsieur le professeur, je vous remercie encore d'avoir fait cet effort de venir jusqu'à Strasbourg. Je dois vous dire que il est arrivé il y a 48 heures, il était à Lyon jusqu'à hier soir, il est venu à Strasbourg aujourd'hui, il repart à Paris demain, où il va également faire une conférence, et je crois que le sujet qu'il proposait, c'était l'effet du 5 octobre, du 7 octobre sur la communauté, sur les citoyens israéliens, qu'il a accepté de développer également en déplaçant sa conférence sur les citoyens, les Juifs en France et en dehors d'Israël. Eh bien, je crois que c'est cet éclairage que nous attendons et que vous attendez certainement tous. Et j'ai bien fait d'être un peu long, comme ça permet au retardataire d'arriver. Merci d'être là et je vous souhaite une très bonne soirée et à vous, monsieur le professeur. Merci beaucoup. Je peux dire que, après avoir entendu le professeur Dov Maimon, Tristan est venu me voir, il m'a dit « J'étais en Israël la semaine dernière et j'ai entendu un mec fantastique, tu connais ?» Et je lui ai envoyé la conférence parce que, pour ne rien vous cacher, le professeur Dov Maimon, c'est un bon youtubeur
qui est très au fait des choses comme vous pouvez vous l'imaginer. Et dans le cadre de ses enseignements, il encadre beaucoup de jeunes, également beaucoup de personnes qui se posent la question de savoir s'ils veulent continuer de vivre ici ou s'ils veulent partir en Israël. Et c'est lui qui m'a trouvé les coordonnées du professeur Dov Maimon, que j'ai contacté dans la foulée immédiatement, et je le remercie aussi de m'avoir permis d'entrer en contact et de pouvoir vous offrir cette conférence ce soir. La première chose, je suis très heureux d'être avec vous ici, voir une communauté aussi vibrante, une communauté aussi chaleureuse, une communauté qui est vivante et qui, j'espère, continuera à être vibrante et chaleureuse et grandir et se renforcer les années à venir. Je profite de l'occasion, là, j'ai parlé un tout petit peu avec M. Maurice Dahan. Je tiens à vous dire qu'une communauté, ça marche parce qu'il y a une équipe qui est derrière, même si ça ne se voit pas. Et qu'en général, nous savons, c'est tellement, on ne se rend pas compte du travail qu'il faut faire pour que ça marche. C'est qu'avant de faire Moussaf le Shabbat matin, chez les Ashkenazes, on a rajouté une prière qui s'appelle Yekumpo Kaddish Shemaya. Que Dieu bénisse ceux qui travaillent pour le public et pour le service de la communauté, parce que personne ne saura aucune gratitude de personne, personne ne peut savoir ce qu'ils font, comment ils y pensent la nuit, comment ils y pensent le jour, comment ils y pensent la veille, comment ils y pensent le lendemain. Donc une communauté, ça marche grâce à un leadership, on va le voir un peu dans notre présentation. Je vais commencer un tout petit peu pour vous parler du 7 octobre, et après ce que je voudrais vous dire, et vous voyez le titre qui est ici, c'est une autre chose. Donc je vais commencer par le 7 octobre, et un tout petit peu, puis on va parler, en vérité le 7 octobre est un symptôme d'un phénomène beaucoup plus large. C'est la fin d'une ère. On a une certaine ère qui a duré 70 ans, qui était, grâce à Dieu, presque nous tous avons grandi, où nous sommes nés, après la Deuxième Guerre mondiale. On a vécu une période qui était en vérité une période de grâce. Une période de grâce comme on n'a jamais vécu dans le peuple juif. Période où on était accepté, les gens nous aimaient, les gens étaient un peu avec nous, relativement bien entendu. Il faut savoir que, et en fait, ce qu'on retrouve maintenant, cette solitude d'Israël, suivant le titre de BHL, et ben c'est ce qu'on a vécu en vérité depuis 2000 ans. C'est-à-dire qu'on a eu 70 ans, on a eu une période de grâce, où l'antisémitisme était bâillonné, où la haine d'Israël était bâillonnée. Et puis maintenant, tout à coup, on devient une nouvelle normalité avec laquelle il va falloir gérer. Alors, je vous présente un tout petit peu, à part être professeur d'université, je suis directeur de recherche dans l'institut qui s'appelle Jewish People Policy Institute, comme vous l'avez écrit ici. C'est un think tank, nous sommes une cinquantaine de chercheurs. Parmi eux, il y a l'ancien patron du Mossad, les chefs de l'intelligence, des services secrets de l'armée de l'air en Israël, qui travaillent avec lui, une dizaine de personnes dans l'intelligence artificielle qui surveillent tout ce qui se dit dans le monde, dans les médias et partout, et sur les réseaux sociaux, dans toutes les langues. On a une équipe entière qui s'occupe de beaucoup de choses, et on a monté un staff spécial pour s'occuper du 7 octobre. Donc vous voyez à quel point on a une clé pour le 7 octobre. On pense que le 7 octobre est un électrochoc, comme vous avez vu le titre de la conférence, l'électrochoc au bilan, et qu'il est possible qu'il va profondément transformer le peuple juif, en Israël et en diaspora. Et à tel point, on a construit dans notre communauté, dans notre institut, on a construit un panel, un cluster de 8000 Israéliens et 8000 Américains. On est en train de faire la même chose en Angleterre, peut-être qu'on fera ça aussi en France, évidemment représentatif, qui nous permet d'avoir, en temps réel, ce que pensent les Juifs israéliens pour telle ou telle chose. Et puisqu'on est là, on va rajouter ça. Allez. Et ça nous permet de savoir en temps réel ce que pensent les uns et les autres. Et on a construit un staff, une équipe qui contient des anthropologues, des sociologues de la religion, des historiens, des philosophes, évidemment, et toutes sortes d'autres personnes de stratégie, parce que c'est notre métier. Et on fait d'autres choses, bien sûr, dans l'Institut où on écrit la nouvelle constitution d'Israël, on est évidemment avec les patrons de la Cour suprême, etc. Donc on fait beaucoup de choses, mais un sujet, donc, c'est le 7 octobre. Et pourquoi on s'en occupe tellement? Vous savez pourquoi on en occupe tellement? Parce qu'on a eu un précédent, qui était l'électrochoc de la guerre de Kippour. La guerre de Kippour a transformé la société israélienne. Comment on sait?
c'est qu'il y a deux mouvements très importants qui ont commencé après la guerre de Kippour. Le premier, c'est le mouvement de la Teshuvah, du retour aux religions. Jusqu'en 1948, les sionistes étaient des gens qui s'opposaient à Dieu, qui s'opposaient, pour la plupart, s'opposaient à la tradition. Ils voulaient créer un homme nouveau. Ils voulaient, sur les ruines du monde ancien, nous voulons créer un monde nouveau, un homme nouveau. Il fallait détruire. C'est une crise d'adolescence. Et puis à la guerre de Kippour, on a passé l'adolescence, on est rentré en Israël. Aujourd'hui, 45% des Israéliens sont déjà religieux, et comme la démographie des religieuses est très très forte, bientôt il va y avoir une majorité de religions en Israël, et les choses vont aussi changer, à différents niveaux. Vous savez qu'en Israël, on a 9 millions d'habitants, on prévoit que dans 15 ans, on sera à 18 millions, et dans 30 ans, on sera à 30 millions. D'accord? Donc la croissance israélienne est très très forte, et c'est des gens qui sont déjà nés, ceux dont je vous parle. Donc on sait ce qui va se passer, plus ou moins, en tout cas la démographie ne bouge pas trop. Et donc il se passe quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Premier mouvement, le retour du religieux. Ça veut dire que quand tout à coup le langage qui était dans l'establishment sioniste était un mouvement socialiste, il fallait que ce soit laïque, on voulait prendre notre destin en main, on ne voulait plus accepter d'attendre le Messie, il fallait qu'on fasse venir nous-mêmes le Messie, etc. Et donc, à partir de là, commençait un mouvement. Au début, ça commençait par les pilotes, qui ont vu que c'est quand même la guerre du jour du jugement. Et les gens ont commencé à dire qu'il faut qu'on change le show business. Et puis, on a vu des mouvements et des Israéliens qui, tout à coup, sont revenus. Et deuxième mouvement qui s'est passé, c'est la colonisation des territoires qui ont été conquis en 67. On les avait rencontrés en 67. Ceux qui sont plus âgés se rappellent de la guerre de 67, où on a eu une période d'extrêmement détresse. Vous vous rappelez Abba Eban qui disait « Le monde se divise en deux, ceux qui sont contents que l'État d'Israël va disparaître et ceux qui sont indifférents. » Puis on a eu un miracle. Autant on était descendu, on a eu une expérience réparatrice par rapport à 1939. Et là, le peuple juif a été sauvé, on a conquis tout le berceau de l'État d'Israël et le berceau du peuple juif de son histoire. Et là, mais personne n'a encore, on n'avait pas conquis, personne n'est parti habiter là-bas. Et il y a un petit groupe de gens qui habitent justement dans les yeshivas qui est en face de chez moi, qui s'appelle Merkaz Haram, et qui ont pris en main ce projet d'aller. Comme on avait une détresse, qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont morts et qu'on avait failli, alors le peuple juif a transformé ce deuil et cette colère et cette douleur en action. C'est ce qu'a fait le peuple juif systématiquement depuis le début de son histoire, chaque fois qu'on écoute. Après la Shoah, on construit l'État d'Israël. Après la détresse du Kippour, on a fait ce genre de choses. Donc deux grands mouvements. Aujourd'hui, 1 million de personnes habitent de l'autre côté de la ligne verte. C'est évidemment un mouvement irréversible et ça ne fait que grandir. Donc il est évident que les choses vont encore plus à continuer dans ce sens-là. Deux grands mouvements qui ont commencé au premier Israël. Et l'effet un tout petit peu plus tard, 4 ans plus tard, la guerre qui commence en 73 et en 77, l'effet a été un effet de choc. Ça a été ce qu'on appelle en hébreu le Mahapar. Et le Mapai, ceux qui ont construit l'État d'Israël ont été balayés et c'est monté à la place Menachem Begin qui a apporté un mouvement qui était avec les séfarades, avec les religieux, avec les sionistes plus traditionnels. Et il a changé complètement, il a transformé Israël en un État moderne, capitaliste, et qui réussit dans toute la high-tech, etc. Vous voyez donc, ce premier électrochoc oblige que parfois, vous savez, le peuple juif a besoin de rentrer quelque part, et plus on l'exploite, et plus on prime, et plus il arrive à sortir de lui le meilleur de son huile, comme un olivier. Donc il se passe quelque chose, c'est pour la raison pour laquelle on s'occupe de l'électrochoc. Je vais faire référence un petit peu à cette émission, vous pourrez voir sur Mosaïque. J'en ai fait deux, mais une première, c'est sur cette histoire, les 7 conséquences du 7 octobre. Je vais dire très vite, on reviendra après si ça vous intéresse vraiment, parce que je voudrais vraiment vous donner une vision au niveau macro. Parce qu'il y a des phénomènes, vous savez, notre travail dans un think tank, dans une boîte à penser, c'est de faire la différence entre le bruit et les signaux. Identifier entre l'écume, Fernand Braudel parlait de l'écume à la surface de l'eau, et les mouvements de fond. Nous, on veut voir les mouvements de fond. Qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de bruit autour de nous. Et quand je viens vous voir, si demain, il y aura 500 personnes au Salon Roche, avec le Ravelmen, et ici, déjà, je vois beaucoup de monde aussi, grâce à Dieu, c'est que les gens ont compris qu'il y a trop de bruit. Il faut arrêter le bruit, il faut maintenant comprendre quelques points, quelques lignes. Et ce que je vais vous dire ce soir, c'est des choses que vous savez tous. Rien de ce que je vais dire ce soir, vous ne le savez pas. C'est impressionnant.
Même des choses que vous savez, mais que vous ne savez pas forcément les mots. Et des choses qui vous dérangent. Et ce que je vous dis ce soir, c'est ce que je dis au Conseil des ministres israéliens. C'est-à-dire qu'on me demande, là-bas on m'appelle Rav, quand Nathaniel me dit à Rav Dov, est-ce que vous pouvez présenter quelle est la situation des Juifs en Europe? En général, on parle surtout des États-Unis, et quand on me demande de parler de l'Europe, alors je parle de l'Europe. Est-ce que tu pourrais bien te dire qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'on doit être sur le qui-vive, sur quelque chose qui se passe? Eh bien, ce que je vais vous présenter maintenant, c'est ça. Et ce que vous voyez ici, j'ai présenté au ministre de la Diaspora, bien entendu, qui a bien écouté, lui, tout son staff, au ministre de l'Alia, qui a écouté aussi avec tout son staff, à ça, on leur demande. À la suite de ça, il a fait d'ailleurs un plan spécial pour l'Alia des Juifs de France, on a 500% de croissance. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose de profond. Donc, ce que je vais vous dire aujourd'hui, ça va vous déranger. Donc, je ne vais pas parler sans complaisance. D'accord? Et ça ne correspond tellement pas à ce que je vois ici dans cette salle que ça va être encore plus troublant. D'accord? Donc, n'ayez pas peur. C'est un exercice intellectuel. Vous faites comme quand vous rentrez dans un monde fantastique, dans un film. Vous allez surfer avec moi. Et puis après, vous allez vous dire, est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il a dit n'importe quoi? D'accord? Sachez simplement que hier après-midi, enfin hier matin, avant que je prenne le train pour Lyon, j'ai signé avec un éditeur du Quartier Latin de Saint-Germain-des-Prés pour publier un livre qui va sortir le 7 octobre prochain, qui s'appellera « Unis par la haine universelle ». C'est une phrase de Pinsker très connue. Donc les Juifs sont, vous allez voir qu'est-ce qui se passe. Nous sommes, malgré nous, réunis tous ensemble, vous comprenez? Et vous voyez, comme on est à quelques jours de Pourim, ça doit vous faire aussi écho à d'autres choses qu'on a connues. Cette histoire est récurrente. Je vais vous donner deux choses avant que je commence ma présentation qui n'ont rien à voir. Mais je vais les placer comme ça. Ça vous embêtera un peu, ou ça vous amusera, ou ça vous trouverez ça. Et des choses que vous savez plus ou moins. Première chose, c'est qu'il y a deux modèles, d'après toutes nos statistiques, qui sont pérennes pour avoir des petits-enfants juifs, ou des arrière-petits-enfants juifs. Il y a ceux qui sont dans le monde ultra-orthodoxe, qui ont des petits-enfants juifs, parce qu'ils ont un modèle où ils étudient, ils pratiquent strictement, suivant le modèle, c'est un modèle qui a fait ses preuves pendant 2000 ans. Et eux, ils peuvent habiter n'importe où dans le monde. Et puis il y a ceux qui viennent habiter en Israël. Pour l'instant, je n'ai pas dit individuellement, tout ce que je dis, ça n'a rien à voir avec individuel, c'est simplement au niveau statistique dans le monde. On s'aperçoit aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande, partout dans le monde, et quand on vient en Israël, on peut être athée, ne jamais mettre les pieds dans une synagogue de sa vie, et comme l'identité par défaut est l'identité juive, et que pour des raisons statistiques, et comme je vous ai dit, on devient de plus en plus religieux, alors comme les Israéliens deviennent de plus en plus, pas qu'eux-mêmes deviennent religieux, mais les religions de plus en plus enfants, alors il se passe qu'on reste juif et on n'a pas tellement de choix. Encore une fois, nous sommes unis par la haine universelle, y compris dans l'immense ghetto qui s'appelle l'État d'Israël. Alors vous voyez, donc ça c'est une première chose. Deuxième chose dont je voudrais vous parler, une chose que vous savez tous, c'est qu'au niveau de l'histoire du peuple juif, il y a des scénarios récurrents. Scénario qu'on a lu sur l'histoire de Joseph. Vous savez, Joseph vendu par ses frères, il arrive en Égypte, il arrive chez Pharaon, il est devenu comme tellement d'autres gens. C'est celui qui a transformé l'Égypte. Il a transformé l'Égypte en un pays qui a devenu la plus grande puissance de tout l'Empire ancien, comme des gens comme Kissinger, ou en France, on a eu d'autres gens comme ça qui étaient des gens qui ont changé la France. On peut parler de Simone Veil, qui a fait passer l'IVG, on peut parler de Léon Blum, qui a fait passer les congés priés, on peut parler de Mendès France, qui a fait la décolonisation, on peut parler de Badinter, qui a supprimé la peine de mort. Des juifs qui sont des joséphiques. C'est des gens qui viennent et qui changent. Qu'est-ce qui s'est passé avec Joseph? Il était vice-roi. Les juifs sont arrivés, ils avaient tous les postes, ils ont tout pris. En 2 générations, ils se sont retrouvés esclaves. Ils sont à la touche, marginalisés. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas trop parce que la Bible ne nous dit pas trop, mais il y a du midrash qui nous raconte comment c'était, etc. Mais d'autres cas, on connaît ce qui s'est passé après à Alexandrie, au 1er siècle avant notre ère. On sait ce qui s'est passé en Espagne. Les Juifs étaient aussi hyper puissants. Ils possédaient l'économie, ils possédaient la culture, ils possédaient la politique, ils possédaient l'intelligence, ils possédaient tout. Et puis, au bout d'un moment, après 2-3 générations, les élites en place ont dit, ces gens-là sont une proie facile, ils ont une capacité de dissuasion, et on les a virés. C'est ce qui s'est passé avec l'expulsion des Juifs d'Espagne en 1492. On a eu la même chose en 1933. C'était en Allemagne, mais c'était aussi en Hongrie, c'était aussi en Grèce, c'était à peu près partout. Les Juifs étaient hyper puissants. Ils arrivent dans un pays,
Ils s'installent et puis à un moment, ils sont balayés. Et on commence à voir aux États-Unis des signaux qui ressemblent un peu. En anglais, on dit « America is becoming Europe ». Et que ce qu'on a vu en Europe aujourd'hui, il y a 10 ans, 15 ans, on commence à le voir aux États-Unis. Aujourd'hui, en France, c'est 45% des parents qui disent à leurs enfants de ne pas dévoiler qu'ils sont juifs dans les écoles et dans les universités. On commence à voir des choses presque similaires aux États-Unis, ça va très vite, etc. Donc on a des phénomènes qui se rappellent. Alors dans ce cas-là, on va aller voir ce qui se passe chez l'Afrique du Sud. Eux, ils sont 20 ans en avance sur nous par rapport à l'Europe. Et là-bas, ils ont fait passer une loi maintenant que toute personne qui a servi dans l'armée d'Israël va être maintenant éligible à la prison parce qu'il a cautionné un État fasciste, nazi, tout ce qu'on veut. Et comment vivent les Juifs? Ben là-bas, ils vivent déjà dans un modèle où ils sont dans des résidences surveillées avec des miradors. Ils sont entre Juifs, ils prennent l'argent chez les goyes, mais ils vivent très très bien. Ils sont un peu marginalisés socialement, vous voyez. Donc on ne sait pas si on va arriver là-bas, mais on doit éviter d'arriver là-bas. Donc ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, une réflexion stratégique. Comment on fait? Comment on fait? Où on est? Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les grandes tendances? On va voir des tendances mondiales. Ensuite, on va comprendre des dynamiques au sein de la communauté. Donc c'est un exercice fatigant, ce que je vais vous faire. C'est simple, c'est fatigant. Ensuite, vous avez compris donc, les dynamiques mondiales. Ça s'appelle la mondialisation, le nouvel ordre mondial. Ça n'a rien à voir avec le Covid, c'est la nouvelle donne géopolitique. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Ensuite, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe au sein de la communauté. Comment fonctionnent les communautés en diaspora? Hein, c'est incroyable. Est-ce qu'on peut vous dire tout ça en 3 minutes? Ben, on va essayer de faire en 3 minutes. Vous allez voir, à mon avis, vous allez comprendre, c'est très très simple. Je viens du monde du business, donc c'est des matrices à 4 cases de Boston Consulting. D'accord? Donc c'est très très simple ce que je vais vous montrer. Puis ensuite, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. On va mélanger les deux et ensuite on va regarder ce qui se passe spécialement pour la France. D'accord? Donc on va voir ce qui se passe pour la France. On va faire un zoom in sur la France. Alors, je vais regarder donc. En réalité, ce qui s'est passé, donc comme j'écris ici, on avait une perspective humaniste, c'était merveilleux. Et puis aujourd'hui, on est revenu à une nouvelle donne. C'est-à-dire quoi une nouvelle donne? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous avez des... La Russie, elle dit, elle veut le Donbass, on tape du pied, mais Trump a déjà dit, moi je ne vais pas mourir pour l'Ukraine. Et beaucoup de gens vont dire, on ne va pas mourir. Donc on les laisse faire. Alors que ce n'était pas du tout l'éthos. L'éthos, la pensée, la vision du monde après la Deuxième Guerre mondiale. La Chine va dire, on veut Taïwan, on va taper du pied, et on va leur laisser Taïwan. La Turquie va vouloir prendre les Karabakh, ils vont prendre. Et si demain l'Iran veut prendre le Bahreïn et les Émirats Arabes Unis, c'est pas pour rien qu'ils ont fait un accord de paix avec Israël, parce qu'ils n'ont pas confiance dans les États-Unis, bien entendu. Ça fait que les États-Unis ont abandonné Taïwan, ils ont abandonné le Vietnam, ils ont abandonné l'Afghanistan. On ne peut aucunement leur faire confiance, bien entendu. Et ils ont une tendance isolationniste, c'est pas exact avec Israël, au moins. Et c'est pour ça que l'Arabie Saoudite, dès qu'on aura liquidé le Hamas, fera un accord de paix avec Israël, pas parce qu'ils nous aiment, mais parce qu'ils ont peur de l'Iran. C'est très très simple la logique. Comme disait le général de Gaulle, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts, donc c'est des équations extrêmement simples. Même un ingénieur comme on peut comprendre ce genre de choses. Donc regardez, donc on a, ça c'est des nouvelles, et regardez, il y a un nouvel entrant pour cette période des 70 ans qu'on n'avait pas connu avant, vous voyez, ça s'appelle Israël. On va revenir dans un instant. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'éthos de l'après-guerre? L'éthos de l'après-guerre, c'est-à-dire quel était c'était, on peut se rappeler la chanson de John Lennon, vous voyez, Imagine there no nation, no religion to, imagine there no heaven. Vous voyez, c'était très simple. Foutons en l'air toutes les histoires de religion, foutons en l'air tout ce qui est l'ethnicité, foutons en l'air tout le nationalisme. Mitterrand disait le nationalisme, c'est la guerre. Enlevez tout ça, on va dans le post-nationalisme. Vous voulez la paix, la justice, liberté pour tous les opprimés. C'est dans ce cadre-là qu'on a pu justement créer l'État d'Israël. Incroyable. Vous voyez, mondialisation économique. Merveilleux. Vous savez, avant on achetait un truc comme ça, 1000 francs, on achète aujourd'hui sur AliExpress pour 1 centime. Incroyable. Vous voyez, la mondialisation, c'est merveilleux. Ça a permis à 2 millions de personnes de sortir de la pauvreté dans le tiers monde. Merveilleux. Vous êtes d'accord, monsieur Daron? Tout est merveilleux. Bon, alors regardez. Post-nationalisme, on l'a dit, droits de l'homme, la Convention des droits de l'homme, l'OIT, tout ça, ça a été créé après la Deuxième Guerre mondiale, pendant cette période de grâce. Non seulement il n'y avait pas d'antisémitisme, où il était bâillonné, mais en plus de ça, c'était un modèle de méritocratie, de démocratie, d'aide. On voulait que les gens puissent rentrer. On a dit, si tout vous avez, si on me donne si moi tout ce que je connais, je vous le dis à vous, vous me dites tout ce que vous savez, vous, on sera tellement plus heureux. On va tout partager. Et ça, on a eu une croissance exceptionnelle, merveilleuse, tout allait bien. Puis regardez, tac,
On a eu dans cette donne, là, après Yalta, on a divisé les mondes en trucs, et on a eu une place. Alors que dans l'histoire traditionnelle, depuis le début de l'humanité, il y a des empires, et ceux qui essayent de sortir, on lui broie les doigts pour empêcher de monter. Là, pendant cette période-là, c'était un modèle où on laissait les gens entrer, on pouvait avoir des nouveaux entrants. Il n'y avait pas la reproduction des élites, c'était... Et aujourd'hui, tout ça, c'est fini. On est revenu à l'ancien modèle. Celui qui est fort, il écrase les faibles, il n'y a même plus besoin de le cacher. C'est comme on a raconté pour la Chine. Et puis, spécialisation internationale. Pourquoi la spécialisation internationale? Parce qu'avec la mondialisation économique, je pense que je n'apprends rien à personne jusqu'à présent. Parce que ce que je dis maintenant, vous savez tout. Et c'est ce qu'on appelle du reframing. C'est-à-dire que je vais reconstruire les choses pour arriver à un objectif. Spécialisation internationale, parce que quand vous comprenez que celui qui fabrique des pneus à Clermont-Ferrand, Michelin, Michelin, c'est Clermont-Ferrand. Je me trompe. Bon, et il peut fabriquer en Chine pour des gens qui travaillent à $10 par mois, il va fabriquer là-bas. Ah, vous commencez à voir, il y a un petit problème avec la mondialisation. C'est pas mal, mais quand même, il y a une face cachée. Spécialisation internationale, ça donne quoi? La Chine est devenue l'atelier de fabrication du monde. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, vous pouvez contredire. Les États-Unis, c'est la plateforme technologique. Vous savez, les GAFAM, les puissances sont bien plus puissants que la France. Chacune des GAFAM, des Google, Apple, Amazon, voilà, tout ça, voilà, Facebook, sont plus puissants que le budget de la France. Et quand un pays ne veut pas se plier à Google, c'est ce qu'a voulu faire Merkel à son époque. Donc, madame, vous ne voulez pas, on ne parle plus de vous sur Google. Elle a dit, bon, vous remettez-vous et vous faites ce que vous voulez. Alors c'est incroyable. Et après, on a quoi? L'Europe. Vous voyez, histoire et culture. Quand je suis au gouvernement israélien, je leur dis que c'est le musée du monde. Ça se fait pas d'écrire ça à Strasbourg. Donc, le musée du monde, c'est-à-dire que c'est Venise, vous voyez. J'ai passé 3 jours dans le Verdon avec un ami à moi qui a fait le terminal avec moi, qui a fait l'armée avec moi, qui aujourd'hui habite dans les Hautes-Alpes ou dans les Basses-Alpes. On a fait du parapente. On a fait de la randonnée, on a fait du ski. Merveilleux. 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 Et c'est un musée. J'étais il y a 3 semaines en Hongrie, on a vu des choses merveilleuses avec la famille, une de mes filles. Merveilleux. Un musée, le musée du monde. Mais est-ce que les Juifs vivent dans des musées? Dans l'histoire du peuple juif, quand on regarde le passé, parce qu'on a l'habitude de regarder le passé pour voir le futur, on s'aperçoit que les Juifs ne sont pas des arbres. En fait, on n'est pas des arbres. Ça veut dire qu'au XIIe siècle, 90% des Juifs vivaient sous l'islam. Aujourd'hui, moins d'1%. Vous comprenez ce que je veux dire? Pourquoi ils sont partis? Parce qu'apparemment, ils n'étaient pas très heureux là-bas, il y avait des endroits où ils étaient mieux. On voit même que les Juifs en général habitent dans un endroit où il y a les meilleures écoles, la meilleure santé, les meilleures opportunités de travail, les meilleures opportunités de vivre, de plus de démocratie, plus de droits de l'homme. Vous êtes d'accord? Les Juifs se sont déplacés dans l'histoire. D'ailleurs, même un indice que vous connaissez qui s'appelle HDI, indice de développement humain, qui a été développé par l'UNDP, une agence de l'ONU. Et il y a une corrélation entre le HDI et le pourcentage de Juifs dans la communauté. Vous voyez ce que je veux dire? Une courbe comme ça, tac, 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 vous me disiez. Et quand un pays descend, la France est passée de 7 à 17, c'est-à-dire qu'elle est descendue. Israël est peut-être de 17 à 7, et bien on a un décalage. Et on s'attend, nous, qu'il va y avoir, ça va prendre du temps, parce qu'il y a un temps de delay, de latence, mais on va voir des gens qui vont se déplacer dans l'histoire. Les Juifs se déplacent là où il y a des opportunités, en fonction du chômage, en fonction des opportunités, toutes sortes de choses. Alors, l'Europe, on a dit, et puis encore quoi? Israël d'Algérie, c'est les startups. Vous voyez la nouvelle spécialisation? Et les gens sont, mais non, on ne laisse plus rentrer les gens. Celui qui veut rentrer, on lui broie les os. Et c'est comme ça. Sauf qu'entre-temps, Israël est rentré. Quand même incroyable ce qui s'est passé. Vous savez que si aujourd'hui, n'est-ce pas, M. Kramerveil, si on allait aujourd'hui à l'ONU et on disait on voudrait créer l'État d'Israël, à votre avis, est-ce que ça passerait? Vous voyez le Raphaël, sa grandeur, répondre ne pas inutile. Voilà. Donc, on a eu une opportunité historique, une fenêtre d'opportunité extrêmement brève. Si on était dans une synagogue, je vous dirais que c'est un miracle, mais comme je ne suis pas rabbin et que je ne suis pas, que on n'est pas dans une synagogue, donc je vous dis que c'est un pur hasard. Oui. Bon, peut-être. Ah, vous voulez dire que je suis tellement convaincant? Il faudrait que je fasse une autre présentation. Alors, bon, alors, regardez. Merci beaucoup. Vous êtes très gentil. Vous me dites que je prends des chaussettes, des trucs. Avant, je vendais des usines, vous savez,
J'étais attaché au patron de la Générale des Eaux quand j'avais fini l'INSEAD. Et voilà, je vendais des usines. J'étais patron des affaires au Canada, en Angleterre et dans d'autres pays. Puis après, on a fait d'autres choses. J'ai fait un doctorat en France. J'ai été choisi comme meilleur doctorat de France. Sur confluence entre mystique juif, mystique musulman en islam. Et je suis responsable pour l'État d'Israël de la stratégie envers l'islam. C'est dans ce cadre-là, justement. Ça veut dire que c'est des juifs qui vivent en Tunisie, au Maroc, en Turquie, en Iran, en Belgique et en France. Ah. C'est dans ce cadre-là qu'un jour, M. Nathaniel est venu me voir, M. Aravdov, est-ce que vous pourriez bien écrire un plan pour l'Alliance des Juifs de France? On a 60 000 Juifs qui sont tués en France. Donc on a 100 000 Juifs qui ont quitté depuis le début du XXIe siècle la France. En général, c'est les Juifs les plus engagés, mais pas toujours. Et parmi eux, une grande partie sont en Israël. C'est-à-dire qu'il y a au moins 20% des Juifs de France qui sont partis. Il se passe un phénomène, mais ça ne se voit pas. Parce qu'en vérité, on est tellement... La seule façon de passer, d'arriver à voir ça, c'est en regardant des statistiques. Vous voyez? Pour ça que mon livre, c'est un livre qui est fait avec les gens de Fondapol. Je ne sais pas si vous connaissez ces gens, Dominique Régnier, ça vous dit quelque chose, Jérôme Fourquet. Voilà. Des gens qui s'occupent de statistiques et qui transforment la statistique et on apporte des chiffres très basés. Chaque chose est faite sur des chiffres. On arrive à voir des choses que les gens qui ont que des lunettes normales ne voient pas, parce que ça ne se voit pas. Des choses qui sont pratiquement invisibles, mais en réalité, qui apparaissent quand on commence à regarder les chiffres et les statistiques. Alors, regardez, il y a une face cachée à la mondialisation. Vous avez bien compris, s'il y a eu un retour de bâton, c'est que ça ne marchait pas. Il y a un problème. Tout à coup, les gens n'en veulent pas. Pourquoi les gens vont aller à Orban, voter pour l'extrême droite, dans d'autres pays, en Hollande, et puis Trump qui va revenir? Mais qu'est-ce qui se passe? Si tout était tellement merveilleux, puisque tout le monde y gagnait dans la mondialisation, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un problème qu'on ne voyait pas, c'est ce qu'on appelle des effets pervers. Vous savez, Facebook, quand ça a été créé, on s'est dit, mais c'est merveilleux, tout le monde va parler avec tout le monde, ça va faire la paix dans le monde. Aujourd'hui, on a des chambres d'écho. Les gens ne connaissent que les gens. Ils sont comme, il y a des algorithmes qui font qu'on ne parle qu'avec des gens qui pensent comme nous, alors complètement opposés, pour qu'on puisse 24 heures sur 24 être attaché à notre téléphone. Donc ils ont mis en place des systèmes incroyables. Et ils se développent. C'est-à-dire que par exemple, quand on regarde l'antisémitisme, regardez ma conférence parce que c'est pas le sujet d'aujourd'hui, eh ben, on regarde que les gens qui favorisent l'antisémitisme, ils n'ont rien contre les Juifs. Même Mélenchon, il veut des votes dans les banlieues, c'est tout. Il n'a rien contre Israël, personnellement. Il veut des votes dans les banlieues et il sait comment faire. Donc il a tout ce qu'il faut faire. Donc c'est un bon cheval, l'antisémitisme. Ça a toujours marché. Et quand d'autres vont utiliser l'antisémitisme, c'est simplement parce que ça leur fait avancer leurs intérêts. Alors regardez, face cachée de la mondialisation, premièrement, la finance internationale mène le jeu. Tout paludiste qui entend ça, il vous dira, ah, ça veut dire qui ne mène pas le jeu? Les politiques. Les politiques ont perdu de leur capacité de gérer le pays. Et donc quand j'étais dans le Haut-Verdon, il y avait des manifestations d'agriculteurs qui demandaient du prix plancher. Parce que vous savez, quand on fait du parapente, on saute, puis après en bas il faut remonter, on fait du stop, on remonte jusqu'où tout le monde est parti, etc. Et donc il nous racontait, ouais, on a des problèmes, c'est l'élevage. Il dit, ben ouais, on veut du lait, le lait, il faut faire un prix plancher. Donc ils ne veulent plus de la mondialisation, ils veulent protéger leur lait, ils veulent protéger leur vache, vous comprenez? Donc, et qu'est-ce qu'il peut faire Macron pour eux? Vous croyez qu'il peut empêcher la mondialisation, le prix du lait, les importations de lait de l'Europe et d'ailleurs? Très compliqué. Alors regardez, élargissement de l'écart social. Vous comprenez que la mondialisation entraîne que les riches sont beaucoup plus riches et les pauvres sont ce qu'on appelle les exclus de la globalisation. En mai 2022, 60% des Français ont voté soit pour la NUPES, soit pour Marine Le Pen. C'est des gens qui sont les exclus de la globalisation. Ils n'ont pas voté Macron. Macron, il fait avancer la Start-up Nation. 10 à 20% des Français qui font partie de la high-tech, qui font partie de la finance, qui font partie des privilégiés, eux ont gagné à la mondialisation, ceux qui sont dans le service. Et les autres, ils ont en vérité, ils ont été poussés vers le bas. Pas qu'ils sont plus pauvres, mais ils se sentent plus pauvres. Ça veut dire quoi? Notamment, ça veut dire paupérisation de la classe ouvrière, on l'a dit, puisqu'ils sont en concurrence avec les Chinois. Qu'est-ce que vous voulez? Donc ils sont un peu embêtés, ils sont au chômage, ils sont sur la marche, les gilets jaunes, etc. Mais aussi, c'est ça qui nous inquiète le plus au niveau du peuple juif. C'est les classes moyennes. C'est eux qui font l'antisémitisme dans le monde. Ceux qui ont une capacité de nuisance, une capacité de faire très mal aux juifs, parce qu'ils ne peuvent pas donner à leurs enfants ce que ont reçu de leurs parents.
les meilleures écoles, le ski, le cheval, tout ça, ils ont eu. Ils ne peuvent pas le donner à leurs enfants, ils sont frustrés. Ils voient que leurs enfants n'ont pas, ils ne peuvent pas acheter d'immobilier, ils ne savent pas comment s'en sortir. Et donc, ils ont, quelque part, du ressentiment. La haine, le ressentiment, la colère. Et ça, c'est un moteur extrêmement fort d'action et qui se retourne souvent contre les Juifs. Au niveau historique, ça, on ne sait pas ce qui va se passer, je ne suis pas prophète, je parle du passé, en vous disant des choses. Politiciens capables de protéger leurs électeurs, vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en réalité, on va faire. Souvent, les gens me demandent, les journalistes israéliens me demandent, Macron, il est versatile. Non, il n'est pas versatile, mais il doit ménager la chambre le chou. Parce qu'en fait, il ne peut pas faire grand-chose. Donc il a perdu son pouvoir. Mais ce n'est pas lui, ça sera quelqu'un d'autre, ça sera pareil. C'est la globalisation qui a fait ce genre de choses. Et puis l'immigration massive, vous comprenez, plus on peut gagner, au lieu de 10 $, on peut gagner 2000 $. Alors on va se déplacer. Et puis, contre-coup populisme, on les élites les immigrés. Regardez, maintenant on a vu, ça c'est le mouvement général, vous laissez de côté, comme quand on fait un gâteau, on met d'un côté la crème pâtissière, et puis on va maintenant regarder ce qui se passe chez les Juifs. Comment fonctionnent les Juifs? Alors là, je ne vais pas vous apprendre quelque chose que vous connaissez par cœur, certainement, des gens comme M. Dahan et le programme Veille, qui eux connaissent ça par cœur. Mais c'est pas grave, je vais vous faire ça d'une manière très simple, comme on fait chez des gens qui connaissent rien. Alors regardez, les choses qui dépendent de nous, ça s'appelle en langage technique des facteurs internes. Et les choses qui ne dépendent pas de nous s'appellent les facteurs externes. D'accord? C'est simple. Et après, on va les croiser les deux. Hein? On va comprendre ces points. Alors, les facteurs internes, on va penser par quelque chose de très théorique. On peut avoir soit une identité juive forte, soit une identité juive faible. On peut avoir une identité humaine forte, une identité humaine faible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il arrive parfois dans une communauté où les Juifs sont profondément engagés dans leur foi. Regardez, ils sont passionnés par le judaïsme, mais on ne les voit pas sortir pour les LGBT, on ne les voit pas sortir pour le réchauffement climatique, on ne les voit pas sortir pour les gilets jaunes. Je vous avais dit que attacher vos ceintures, ça ne va pas être forcément très gentil. Hein. Mais bon, ceux qui savent déjà, ils sont venus pour m'écouter. Ceux qui ne savent pas, ils ne savent pas tout ça. Tant pis, je suis désolé. Vous n'avez qu'à regarder sur Google avant de voir ce que j'allais vous dire. Donc regardez, c'est merveilleux ce modèle-là. Vous savez que l'avantage de ce modèle-là, c'est qu'il est pérenne. 2000 ans, on est comme ça. Donc on ne sort pas quand on a des problèmes de le sida, l'appauvrissement de la population. On sort que dans nos histoires. C'est ce qu'on appelle une moralité à géométrie banale. Ça a les avantages et les inconvénients de cette histoire. Maintenant, on a un autre modèle. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Dans l'histoire du peuple juif, vous arrivez à voir où il faut diminuer un peu la lumière. Moi, je crois qu'il faut un peu diminuer la lumière, comme ça on sera plus intime. Comme ça, moi, je pourrais mieux vous voir et surveiller ce qui se passe. Et, bon, prenez des notes parce que c'est à l'examen. Donc, prenez vraiment, donc faites attention parce que c'est pas très compliqué, mais prenez des notes, il y aura des questions qui sont basées sur ça, mais qui vont vous dire qu'est-ce qui se passe, quelle est la dynamique si tout à coup on fait changer tel ou tel facteur. Vous voyez donc, vous connaissez ce modèle-là, il est pas mal comme modèle, c'est un modèle merveilleux. C'est le modèle qu'on a dit qui a tenu pendant 2000 ans. Puis un autre modèle, les gens ils n'aiment pas être là-dedans. Alors ils vont là. Des gens qui vont dire, ben nous, on ne veut pas être que pour les Juifs. Trotsky, Rosa Luxembourg, Marx, Freud, Jésus. Énormément de gens qui ont dit, on ne veut pas être pour ce truc-là, on veut être des citoyens du monde. On veut faire Médecins sans frontières. On veut faire des choses qui concernent l'humanité. C'est quoi cette histoire des plus pour le judéo-juif? C'est quoi ce ghetto? C'est quoi ce particularisme? Cette misanthropie? On ne veut pas de ça, c'est insupportable. Et donc on va aller vers là. Vous voyez, c'est quoi ce modèle-là? Profondément engagé pour l'universel, pas du tout engagé pour les Juifs. Il nous en manque encore deux. Comment vous allez appeler des gens qui sont ni engagés pour les Juifs, ni engagés pour les autres? Vous les appelez les parapentistes. Mon ami qui est parapentiste, il a fait le terre avec moi, il a fait l'armée avec moi. Et puis maintenant je lui dis, c'est quoi ton histoire? Il dit, je ne parle jamais des Juifs. Dès que j'en parle, ça crée du malaise autour de moi, ma femme, les enfants. Ils n'ont jamais entendu parler de cette histoire. Je ne parle jamais d'Israël, jamais des Juifs. Le 7 octobre, il fait... Ouais, le 7 octobre. Mais quand même, à la fin de 3 jours qu'on a passé ensemble, j'ai rien dit. J'ai laissé faire. Et puis au bout de 3 jours, il m'a dit quand même, c'est quand même incroyable. Tout le monde se déchaîne d'une obsession contre Israël alors qu'ils ne disent rien pour tous les massacres dans le monde. C'est vrai, tu as une droit, mais c'est pas grave. Viens, on continue à faire des parapentistes. Alors, voyez, donc ça, c'est un modèle, pas mal. Et moi, j'étais là-bas pendant 3 jours.
ni des juifs, ni des non-juifs, je n'allais pas faire des conversations, des conférences, rien, j'étais très bien là-bas. Je prenais des bières, voilà, super sympa, oui, mangeais des trucs de dingue. Heureusement, je suis arrivé ici tout de suite, on m'a apporté à manger, déjà j'étais content. Ça m'a un peu de compensation, parce que sinon, j'allais mourir de faim. Alors, regardez, le dernier, c'est quoi? Ça s'appelle le judaïsme dans la cité. On est passionné de judaïsme. On va reprendre la phrase de Terence qui disait « Je suis un homme et rien de ce qui est humain, l'homme est étranger ». On va le faire en version juive, en cachère. C'est « Je suis juif et rien de ce qui est humain, l'homme est étranger ». Vous comprenez? Ça veut dire quoi? C'est l'exemple de la communauté, par exemple, de Los Angeles. Ils ont fait la 614e mitzvah. Est-ce que vous connaissez la 614e mitzvah, monsieur Traman? Leur mitzvah, eux, s'appelle « Il faut enseigner l'anglais aux petits hispaniques, aux latinos qui arrivent du Mexique et de tous les pays d'Amérique du Sud qui sont des immigrés. » Et c'est une mitzvah, il faut donner soit 2 heures, soit 4 heures, soit 6 heures, vous inscrivez, et on vous donne un enfant et vous allez lui apprendre l'anglais. Il y a des gens qui ont un grand-père juif. Il y en a qui ont des petits-enfants juifs, et qui viennent aussi là-dedans. C'est pas les mêmes. Hein. Trump, il a des petits-enfants juifs, il y en a d'autres qui ont un grand-père juif qui ne sont pas juifs. Tout cela, ils viennent. Et même des gens qui ne sont pas juifs, comme il y a des gens qui donnent de l'argent pour Caritas, pour la Croix-Rouge, ils ne sont pas chrétiens. Parce qu'ils trouvent que le projet, ils font aussi du travail dans le tiers-monde. Ils s'occupent aussi des SDF, qui n'ont pas d'argent et qui leur ouvrent les synagogues, qui leur donnent à manger. L'avantage de ce modèle-là, vous savez, c'est quoi? C'est que quand ils font une manif pour Israël ou pour l'antisémitisme, il y a avec eux les Blacks, les Hispaniques, les LGBT, etc. Vous comprenez l'avantage de ce modèle-là? Donc on a 2 modèles. Maintenant, on va aller très vite. Cela, évidemment, on ne va pas avoir une organisation juive qui s'intéresse à faire ça. Ni celle-là, c'est pas notre truc. Ça, c'est ils travaillent. Moi, je travaille pour Coca-Cola. Je travaille ça ou ça. Les autres en bas, ils travaillent pour Pepsi-Cola. Ça ne m'intéresse pas. Je ne vais pas encourager l'assimilation ni le profit discret de gens qui ne veulent pas être là. Donc, on n'a pas de syndicat des juifs qui veulent s'assimiler. Donc ça n'existe pas. Donc, on ne va pas faire ça. Je ne sais pas moi qui va organiser un syndicat des juifs qui veulent s'assimiler. Ça ne serait pas une mauvaise idée. Bon. Mais peut-être que grâce à ça, on pourra retrouver des juifs qui se perdent. Vous voyez? Alors, regardez. Et je peux vous mettre la présentation, je la donnerai si vous voulez. Alors, regardez. Donc, on va enlever les 2 d'en bas, on va regarder seulement ceux d'en haut. Elle se fait comme ça. Quel genre de communauté pouvons-nous créer pour nos enfants? Est-ce que vous voulez créer une société qui serait... Non, on a dit profil discret, c'est celui qui n'a aucun avis sur la question. Un peu comme les juifs suisses, vous voyez. Ils passent derrière l'affiche, ils disent rien sur le sida, ils disent rien sur les réchauffement, ils disent rien sur les juifs, ils sont discrets. J'ai un grand ami à moi qui est grand rabbin de Genève, j'étais avec lui pendant 6 jours, j'ai fait du shadowing, on a travaillé pendant 6 jours, des conférences tous les jours, 300 personnes. On croyait juste après la guerre, il avait 2 enfants sur le front, moi j'en avais 3. Un officier commandant de parachutiste, un qui est d'Ouvrevan, ça n'est pas l'arabe qui rencontre tous les villages, le 3e école à Lille, il a été blessé malheureusement, mon fils, et si Dieu veut, il va s'en sortir. Mais alors regardez. On a soit la tente d'Abraham, soit l'arche de Noé. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais avant ça, je voudrais vous poser une question. Je suis désolé, j'ai raté une question. Alors regardez, dans ça, qui ici se place dans le judaïsme dans la cité? Levez la main ceux qui pensent qu'ils préfèrent être dans le judaïsme dans la cité. 2 personnes, 3 personnes, un peu plus quand même, heureusement. Vous aussi, là, vous aussi, monsieur, vous aussi, madame, oui. Il y en a encore d'autres qui sont pour le judaïsme dans la cité. Voilà, je vois, il y en a beaucoup qui lèvent même grandement la main, très très bien. Voilà, par là-bas, il n'y a pas beaucoup. Bon, d'accord, c'est pas grave. Qui est pour l'enclave, le modèle de l'enclave? Vous comprenez? Est-ce que je vais vous traduire ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi ça? Donc on continue, on traduit en langage plus simple la tente d'Abraham et l'arche de Noé. Vous êtes d'accord? L'arche de Noé, on pense qu'à nous, on sauve ce qu'on peut sauver, et on est des purs et des durs, allez-y. Mais pas de questions trop difficiles, rappelez-vous, je suis déjà après 8 conférences. Vous avez l'idée de la réponse, mais vous avez divisé en 4 groupes la communauté juive. Mais, 4 modèles théoriques. Je n'ai pas dit que c'était faux, ni quelqu'un d'autre. D'accord. Est-ce que vous avez une idée de... Des pourcentages. Ça après, ça après. Mais puisque vous me dites ça, vous avez le droit de revenir sur le précédent. On va appeler des choses. Je voulais vous dire qu'on est tous. Des fois là, des fois là, des fois là, des fois là. D'accord? Personne n'est complètement ici. Après, on va voir le centre de gravité. On se trouve dans le centre de gravité. Évidemment, il y a toujours dans toute communauté des gens comme ça, des gens comme ça, des gens comme ça, des gens comme ça. Je vous ai dit que pendant 3 jours, j'étais là. Le 7 octobre, j'étais là. Le jour de Kippour, je suis là.
Et puis il y a d'autres jours où je suis là, quand je fais partie ici au Azerbaïdjan dans un dialogue interreligieux pour parler comment la religion peut être un facteur de réconciliation entre les... Là, je serai là, vous voyez. Ou dans d'autres domaines, quand je vais rencontrer des politiques en France, je vais être là. Et puis des fois, on est là aussi. C'est pas grave. Vous voyez, donc on est un peu partout. Donc c'est plus compliqué que ça, combien de pourcentage. Là, c'est un modèle théorique. Vous voulez dire quelque chose sur la main? Je vous en prie. Vous voyez les 4 fils déjà. Dès qu'il y a un rabbin, vous allez voir, c'est évident, et vous rappelez que le rabbin Louvaïch parlait du 5e fils, celui qui ne vient pas là, du Seder, vous savez. Là aussi, il y a le 5e. Il est encore plus loin que l'universalisme. Il veut même encore plus loin que l'individualisme. Vous voyez? Donc voilà, c'est toutes sortes de choses. Et vous savez que le 7 octobre, beaucoup de juifs qui étaient très très éloignés ont été rattrapés par leur identité. Léon Poliakov appelle ça le petit locataire. Ça veut dire le petit locataire, c'est on a un immeuble, on a un petit locataire qu'on oubliait, tout à coup il vient frapper à votre porte. Tu te rappelles de moi, le juif? Toi, t'as quitté Brooklyn, mais Brooklyn, t'as pas quitté, pote. Je suis chez toi. Vous voyez? Donc c'est un retour du refoulé qui arrive. Des fois, ça prend une génération, des fois, ça prend 3 générations. Et ça réapparaît, c'est très compliqué. C'est encore plus dur parce que, comme je vous ai dit, ceux qui ont eu ça, j'en ai vu plein ce week-end qui ont été à Limoud, il y avait 700 personnes à Paris. J'ai donné 3 conférences là-bas, dans d'autres sujets, évidemment. Et là-bas, les gens me disaient, ah ouais, mais moi, j'habite à Grenoble, mais pas de juifs, non, tout ça. Et le 7 octobre, je me suis retrouvé seul, personne ne comprenait ce que je disais, c'était terrible, c'était terrible, c'était terrible. Ils ont encore plus souffert que nous qui habitons à Jérusalem, et qui pour nous, évidemment, on était quand même tous dans le même pain, et on n'était certainement pas seuls en tout cas. Alors regardez, je continue, donc vous comprenez, qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Pour ceux qui ont dit qu'ils étaient bien pour le modèle Los Angeles, le modèle Los Angeles en langage code, il s'appelle Tikkun Olam. Vous comprenez, Tikkun Olam, on va reparer le monde. Ça veut dire qu'on a de l'argent limité dans la communauté de Strasbourg. Comme toute communauté, on a un budget limité, comme tout État, comme toute institution. Et bien, est-ce qu'avec les euros qu'on a, est-ce qu'on va aider à faire des paniers de Shabbat pour les SDF juifs ou pour les familles qui sont nécessiteuses? Ou est-ce qu'on va prendre cet argent pour aller aider les gens des cités, des Blacks et des musulmans, qui veulent faire leur ascension sociale et qu'on va prendre notre argent, qui est limité par définition, on va le mettre là-bas. Quelles sont vos ressources? Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un choix qui se traduit en actes. Mais non, en vérité, tout ce que fait la communauté de Los Angeles, en vérité, immensément, c'est de l'argent public, comme souvent dans ce genre d'action. Mais avec un peu d'argent de la communauté. Alors vous me dites, pourquoi tous les juifs ne vont pas sur le modèle? Vous voulez dire quelque chose? Mais très peu, parce que je sais. La planète disait justement sur ce planète finance, etc. Bien sûr. Très bien. Alors maintenant, on se demande pourquoi on ne le fait pas. Si tout le monde est d'accord, il y a quand même une majorité de gens ici qui étaient pour le modèle de Tikkun Olam, pour le modèle de la Los Angeles. Pourquoi on ne le fait pas en France? Alors on arrive, on le fait un peu, mais pas massivement. Ça saurait. Et donc, pourquoi? C'est qu'il y a des facteurs externes. Vous allez comprendre dans un instant. Quand il y a eu la manif des féministes la semaine dernière, eh ben, les juifs se sont fait jeter de la manif. Donc peut-être qu'eux, ils vont aller vers les gens, mais les gens ne veulent pas d'eux. Alors quand les gens ne veulent pas de vous, vous êtes bien obligés de vous retrouver dans le ghetto. C'est-à-dire que toute action communautaire est toujours une conjonction de facteurs attractifs et de facteurs répulsifs. On appelle ces push and pull facteurs, j'explique. On vient parce qu'on s'intéresse au judaïsme, mais aussi comme les gars ne veulent pas de nous, alors on va se retrouver chez nous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça. C'est l'antisémitisme et la passion pour la Torah. Et vous savez ce qu'il y a écrit dans le traité talmudique de Megillah, page 14, qu'au moment où Achashverosh a enlevé sa barbe et l'a donnée à Haman, ça a fait plus pour faire tchouva à tous les juifs que ce qu'avaient fait les 48 prophètes et les 7 prophétesses de la Bible. C'est-à-dire que l'antisémitisme a un effet de nous mettre unis par la haine universelle. Vous voyez? On n'a pas le choix, on se retrouve entre nous. Et quand le juif ne fait pas Kiddush, alors le goy fait Havdalah. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si un juif ne veut pas entendre la Kedusha, la sainteté, son identité, ne veut pas donner écho à ce qu'il est dans le plus profond de lui-même en tant que juif, et bien à ce moment-là, il y a des gens qui disent après, d'une manière mystérieuse et mystique, il peut se prouver que même les gens de dehors se disent cette personne a trahi sa propre identité, je ne suis pas vraiment sûr qu'on va être là-bas.
On continue. Regarde, mais non, on va pas. Donc ça se traduit quoi dans une école? J'ai enseigné vendredi matin à Paris-le-Soudan, c'est une école juive. J'avais les terminales. Donc j'ai demandé au directeur d'école, qu'est-ce que vous voulez dans les 4 cases? Il a dit, bah évidemment, nous aussi, on est tout à fait judaïque dans la cité, ce qu'on fait. Je dis, très bien. Alors regardez, dans une école, on doit décider qu'est-ce qu'on veut former. Est-ce qu'on veut former des Simone Veil, des Badinter, des Laurent Blum, des Mendès France, des Lonès de la rue? Ou est-ce qu'on veut former des gens qui vont être étudiants dans une yeshiva à Jérusalem, ou alors des dentistes, des petits opticiens, des médecins? Et ce n'est pas les mêmes compétences, ce n'est pas les mêmes connaissances qu'on va avoir pour former ça ou ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Depuis l'école maternelle jusqu'en terminale, on doit prévoir un plan en se disant qu'est-ce qu'on va leur enseigner pour qu'à la fin, ils aient les compétences pour entrer à l'ENA et pour entrer à Normal Sup et arriver à ces postes. Pourquoi c'est important? Je vais vous dire pourquoi. En cas, par malheur, il arriverait une chose qui aurait des changements dans la France ou en Europe. Je vous dis tout de suite, quand je rentre au Conseil des ministres, la première chose, c'est donc comment vont les Juifs en Europe? Je dis, je ne vois aucun scénario positif pour l'avenir des Juifs d'Europe. D'accord? Donc, et personne ne dit, aucun ministre ne me dit comment vous osez dire un truc pareil. Je dis non, vous allez voir pourquoi j'appelle ça. Et pourquoi les éditeurs français, bien français, qui sont dans la résistance, qui pensent qu'il faut vraiment se lever, qu'il faut faire des choses, sont prêts à publier un livre pareil. Alors parce que, regardez, vous comprenez que si on n'a pas des gens au sein de l'institution, du Conseil constitutionnel, dans le gouvernement, à des postes clés dans toute la France, seront là pour vous protéger, il est possible que certaines fois on prendra certaines décisions et qui auront une implication. Un jour, à la demande de Yitzhak Herzog, j'ai écrit, parce qu'il y avait une proposition de loi en Belgique pour interdire la circoncision, vous avez peut-être suivi. Il est venu me voir, c'était la demande de la communauté de Belgique, qui nous a dit écrivez-moi un defense, un plaidoyer de défense. Donc j'ai écrit ça avec la patronne, la présidente de la Cour suprême israélienne, qu'on avait Raham Miram Naor, 120 pages, 80 pages de juridique et 20 pages, et 40 pages de médical. Mon ami, on a écrit tous les arguments, les contre-arguments, qu'est-ce qu'ils vont nous dire, qu'est-ce qu'on peut faire. Vous voyez? Et à la fin, comment ça s'est passé? Tous les cas où on a empêché, il y a eu 19 propositions d'interdire la circoncision en Europe, il n'y en a qu'un seul pays qui est passé. Et chaque fois, comment ça a arrêté, c'était le président israélien qui a pris son téléphone et qui a dit, donc ce n'était pas la communauté locale qui avait réussi à protéger quoi que ce soit, c'était soit Israël, soit le président israélien, soit le premier ministre israélien, soit le président du Congrès américain, qui a pris des trucs. En Norvège, c'était le président américain qui leur a dit, écoutez, si vous voulez qu'on continue à acheter votre pétrole, il va falloir que vous arrêtez. Au Danemark, c'était autrement, et c'était là dans chaque pays. Donc, il est important d'avoir des gens. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Et si on n'est pas là, on a toujours tort. Ou comme disait Paul Valéry, il avait raison, mais comme il était le seul à le penser, alors il avait tort. Bon, vous voyez ce que je veux. Alors, regardez, donc on a besoin de former dans une... Alors, c'est bien de former des gens qui ont une petite identité comme ça, mais non, on n'a pas besoin de ça, on a besoin de ténors, on a besoin de monstres. Des gens qui sont capables de passer à la télé et d'affronter. Quand je voyais des gens à Limoud cette semaine, là, ce week-end, les gens disaient, je ne sais même pas quoi dire aux gens, ils me disent les enfants palestiniens, je ne sais pas quoi dire, je préfère me taire, je vais au profil discret pour en parler. Normal, qu'est-ce que vous voulez? Il n'a pas été formé, on ne lui a pas donné les arguments, il n'a pas fait des formations. Vous savez, en Israël, à l'époque, on avait 70% des jeunes qui étaient religieux, qui partaient à l'armée, qui abandonnaient, qui jetaient la kippa. Ça s'appelait Ador et Kippot Azmukot. On a mis des formations d'1 an, des simulations, ça s'appelle les Mechila. On les prépare, après on les a formés à des simulations, tout ce qui va se passer dans l'armée. Aujourd'hui, on n'a pratiquement plus de gens qui, dans ce livre religieux en tout cas, qui perdent leur religion. Au contraire, ils se renforcent en religion, surtout pendant la dernière guerre où tout le monde s'est mis à prier, etc. Donc, on peut changer les choses, mais il faut préparer les gens. Si vous comprenez ce que je vous dis, c'est sauf Maaseh et Marshavatrila, c'est écrit d'ailleurs en haut pour ceux qui savent l'écriture de Rashi. Il faut anticiper. Si vous voulez aller là-bas, il faut déjà préparer ici. Qu'est-ce que vous voulez former là-bas au bout du monde? Si on voit qu'on a... Quels sont les enjeux en Europe? Une fois qu'on a décidé des enjeux, eh ben on mérite une stratégie. Kissinger disait d'ailleurs un de ses derniers entretiens qu'il a eu avec moi, il m'a dit, je lui ai dit qu'est-ce qu'on fait pour l'antisémitisme, parce que je suis responsable de l'antisémitisme. Et il m'a dit, je crois qu'à cause de l'immigration musulmane en Europe, les Juifs vont devoir partir. Et il disait, d'une autre manière, dans notre sujet,
il disait que si on ne sait pas où on veut aller, on a peu de chances d'y arriver. Mais je préfère Winnie l'ourson. Winnie l'ourson, il disait, si vous ne savez pas où vous voulez aller, tous les chemins vous vont y aller. Vous voyez, c'est beaucoup plus intéressant. C'est Rochmat et David. Alors regardez, on continue. C'était juste une petite blague parce que c'était un peu long ce que je disais, c'était pas sympathique. Je reviens à un mode plus sympathique parce qu'on est là pour eux. Vous êtes sortis de chez vous le mardi soir, pas pour venir écouter des choses qui vont vous traumatiser, on est le soir, il faut faire attention. Alors regardez, maintenant on va parler des facteurs externes, des choses qui ne dépendent pas de nous. Et bien c'est assez simple en fait, regardez. Diaspora, les scénarios de diaspora, il y a des conditions extérieures. Est-ce qu'on est aimé? Est-ce qu'on est riche? Est-ce qu'on est puissant? Est-ce qu'on est puissance économique? Ou alors on est complètement... Est-ce qu'on est détesté là-bas? Et ici, est-ce qu'on est complètement accepté? Vous voyez cet axe? Ça va du début à la fin. Et puis l'autre, c'est le facteur qui dépend des Juifs. Est-ce que nous, on est fiers d'être Juifs? On a des leaders de qualité, comme vous le savez, dans cette communauté? Est-ce qu'on a des écoles de qualité? Est-ce qu'on a des formations pour les cadres? Est-ce qu'on a des plans de carrière pour les cadres pour que les gens veulent être dans ces postes-là parce qu'on leur propose des choses qui sont encore mieux que ce qu'ils pouvaient faire s'ils sortaient de là-bas? On a des motivations pour être là. Alors dans ce cas-là, on a un leadership dans des mêmes conditions où, regardez, ça c'est le scénario catastrophe de l'Inspa. Les Juifs eux-mêmes ne veulent pas, en plus, ils vont tous détester, ça ne nous intéresse pas. Mais regardez, donc ça c'est le judaïsme dans la cité dont on a parlé tout à l'heure. Non seulement on est profondément engagé dans sa foi, mais en plus, rien de ce qui est humain ne nous est étranger, on est accepté, ça marche, tout est bien, et on est. C'est comme Shmuel Anegui en Espagne, comme dans Isaac Abravanel. On en a eu plein d'histoires. Comme je vous ai dit, ça s'est souvent fini tragiquement, parce qu'ils n'avaient pas de capacité de dissuasion. Maintenant, au niveau du peuple juif, sachez simplement que le peuple juif ne s'est jamais trouvé dans une situation aussi bonne que celle qu'on a aujourd'hui. Jamais le peuple juif n'a eu autant de finances, autant de puissance politique, autant de puissance intellectuelle. Jamais on a eu autant de gens qui étudient la Gemara. J'en ai vu hier à Villeurbanne, j'en ai vu à Paris hier matin. Des gens qui sont merveilleux. Je suis sûr qu'ici aussi, il y a énormément de gens qui sont des véritables érudits, comme on n'en trouvait pas il y a 20 ans en France. Et là, aujourd'hui, on en a pléthore. Et en Israël, on a 100 000 personnes qui étudient le Daf Yomi. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. On n'a jamais eu ça. À l'époque du roi Salomon, on n'avait pas autant de puissance économique, intellectuelle, les films, le truc. En France, on a même le Premier ministre et la présidente de l'Assemblée. Vous voyez, on est très puissants. Donc tout se porte bien. Tout le monde, on n'a rien à craindre. Mais imaginons qu'on puisse craindre, que je vous parle d'un cas théorique. Alors regardez, je continue. Donc dans des conditions où tout le monde sait le ghetto, on a parlé, tout le monde nous déteste. Mais nous, on est forts. Et bien là, on a un modèle pérenne. Par contre, si tout le monde nous déteste, mais nous, on n'est pas forts, et bien on va au scénario de catastrophe. Vous comprenez ce que je veux dire? De la même manière, on est forts, on y croit, on est intégré, ça marche super bien. On est complètement intégré, mais on n'a pas de rabbin, on n'a pas de leader, on n'a pas de maître, on n'a pas d'intellectuel, on n'a pas des BHM, on n'a pas des Finkel, etc. Et bien on va ici faire la dérive. Si je vous dis tout simplement, cette théorie, elle est très très connue, c'est la théorie de straight line theory, c'est-à-dire la théorie générale de l'intégration, de l'émancipation. Les premiers Irlandais qui arrivent en Amérique, ils sont là. Deuxième génération, ils s'intègrent socialement. Troisième génération, ils se marient. Et on arrive au mariage. C'est normal. Si on ne fait rien, voilà le scénario normal de tous les Juifs et de toutes les communautés, que ce soit les catholiques en Amérique, que ce soit les Irlandais ou les Italiens en Amérique, que ce soit les Marocains ou les Roumains en Israël, ou les Français qui font leur alien et qui, au bout de 2-3 générations, ils ont toutes les chances que leurs petits-enfants, par contre, plus français, c'est normal. Sauf si vous faites un effort volontaire de remonter ici. D'accord? Donc c'est ça. Et au Canada, on dit we are one generation behind, et on a une génération derrière par rapport aux Américains. Donc ça c'est. Et qu'est-ce qui s'est passé? Étant donné que vous avez à la fois un groupe ethnique et un groupe religieux, alors on résiste mieux. Mais globalement, c'est normal, ça se passe comme ça. D'accord? Vous voyez ce schéma, il nous intéresse, c'est les scénarios du futur, c'est les scénarios du passé. Et ça tourne. En vérité, vous pouvez le faire tourner, vous allez voir que c'est très intéressant. Il nous emmène très loin. Regardez, donc ça c'est l'assimilation. Ça veut dire que la première génération est là, la deuxième génération. Aujourd'hui aux États-Unis, 80% de mariage mixte, 50% des jeunes de 18 ans n'ont qu'un seul parent juif, et évidemment, ils ne sont plus là-bas. Ils ne sont plus là-bas parce que leur engagement juif a diminué avec le lien familial. C'est inévitable, c'est comme ça. Donc si on prend tout ça maintenant, on le met sur une carte géographique, on m'a demandé tout à l'heure la question, je ne fais pas des pourcentages, et ça donne ça. Ça, c'est la Nouvelle-Zélande, la Norvège, la Hollande, des petites communautés qui n'ont pas de masse critique.
qui n'ont pas de leadership, qui n'ont pas de structure comme vous avez ici, et mais ils sont très bien acceptés. Mais par contre, ils savent plus pourquoi ils sont là. Là, c'est des communautés qui ont beaucoup de mal et qui ne voient pas très bien comment ils vont pouvoir s'en sortir. Et puis, c'est les USA. Mais les USA, ils sont en déclin. Israël est au milieu, et la France, vous la mettez où? Je vais vous la mettre où? Nous, on la met en Israël. Encore, on a un biais cognitif de confirmation. Oubliez, mettez-la où vous voulez. Nous, on la voit que la France est passée de là, elle est passée là. Il y a de plus en plus de marginalisation sociale rampante en France, où les Juifs vont aller dentistes, médecins, trucs. Ici, on n'a plus tellement des Simone Veil. On n'a plus tellement tout ça. Les Juifs sont partis sur la touche. Ils ne sont pas vraiment dans l'institution. Ils peuvent être dans la finance, ils peuvent être dans les médias. Ils ne sont pas vraiment dans les points qui décident de la pensée politique et culturelle de la France. Donc on a un problème, il faut simplement réfléchir. C'est encore un modèle théorique qu'il faudra valider sur le réel. On va maintenant on va parler de la France, des temps quand même. Vous avez un peu de force ou je laisse tomber la France? Voilà. La France, c'est tellement simple que vous allez être déçus, d'accord? Mais... Voilà, exactement. La France, c'est la... Je me rappelle très bien des habitants, des gens qui m'avaient dit, leur père, ils parlaient à leur père, leur grand-père, il lui avait dit, il disait, oui, je me suis battu dans la guerre 14-18 contre les Allemands. Ils lui ont dit, mais grand-père, 14-18, tu t'es battu contre les Français, tu ne te rappelles pas. Bon, alors regardez, la France, vous avez raison, je vous ai commencé en vous disant ça, que tout ce que je suis en train de vous raconter, c'est vrai à Villeurbanne, c'est vrai à Vénissieux, c'est vrai à Créteil. Et tous les gens dans la salle de Créteil, les gens ils disaient, ah oui, c'est ça. Ça ne correspond pas du tout à Strasbourg. Vous êtes l'exception qui confirme la règle. Et on va faire un projet pour l'allier à Strasbourg parce que vous avez... Bon, alors regardez, 4 scénarios positifs. Donc après, on va simplement dire, mais quand même, ça doit vous réveiller, vous laisser quelque chose. Et après, on va parler du sujet sur lequel on a fait venir des gens. Alors regardez, échiquier politique traditionnel, je vais aller très très vite parce que c'est trivial. Normalement, on a extrême droite, qu'est-ce que vous mettez après? Droite républicaine, centre, après gauche, bravo, et puis ensuite extrême gauche. Qu'est-ce que nous dit le CRIF, le Fonds social, le consistoire? Il faut être contre les extrêmes. Vous êtes d'accord? Pourquoi contre les extrêmes? Parce que ici, vous avez des néo-nazis, et de l'autre côté, vous avez des néo-nazis qui ne s'appellent pas comme ça. D'accord? Donc on a deux côtés, et nous, on veut être comme ça. Et maintenant, il y a un problème. Excusez-moi. Ah, d'accord. Donc, ça, c'est ce qu'on a fait. Maintenant, ce que je vais faire, un reframing, je vous ai organisé ça au lieu d'une ligne rectiligne, je vais me faire tourner dans une matrice. Quelqu'un voit déjà un peu où je vais aller, c'est simple. C'est tellement simple que... Alors, regardez. On a parlé tout à l'heure de mondialisation économique. C'est quoi mondialisation économique? C'est qu'on avait soit le protectionnisme, soit l'économie de marché. Vous êtes d'accord? Le protectionnisme, ça s'appelle l'État-providence, la protection sociale, revenu universel. Vous voyez, si on va à l'extrême, qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez, soit on est un pays qui veut éviter la globalisation, il veut faire retourner à la France, éviter l'euro, sortir de l'Europe. Vous voyez, comme le Brexit, tout ça. Soit vous voulez aller vers le capitalisme sauvage, l'économie de marché, il doit changer. Est-ce que ça vous paraît clair ce que je t'ai écrit là? Ça paraît clair? On a soit entre ça et ça. D'accord? Ça s'appelle ça. Maintenant, on va aller mondialisation culturelle. Mais il y a une deuxième forme de mondialisation, c'est la mondialisation culturelle. Ça, on n'en a pas parlé tout à l'heure. Alors regardez, la mondialisation culturelle, c'est... On a d'un côté l'État-nation, de l'autre côté le post-nationalisme, le multiculturalisme. On veut être une société, ça donne quoi? Ça donne soit ici, ceux qui sont... Le multiculturalisme, c'est la diversité, société multiethnique, métissage, créolisation. Vous avez entendu ce mot créolisation? Dire que créolisation, ça veut dire qu'on va être comme dans les Caraïbes. On va prendre chacun son truc. Ça veut dire que les gens disent, écoutez, si on a déjà 15% de la population qui est musulmane, il faudrait que les fêtes, que tout le mois du Ramadan soit fériérisé, et que Eid al-Fitr et Eid al-Adha doivent devenir des fêtes nationales, parce que c'est pas normal qu'on ait une croix pour parler de la pharmacie, il faut mettre, etc. Il faut donner de la place en fonction des gens qui habitent dans ce pays. Vous voyez? Ça s'appelle la diversité. Et de l'autre côté, on a la laïcité, le patriotisme, la préférence nationale. Vous êtes d'accord qu'il y a deux France qui sont là, deux modèles de France, deux projets sociétaux. Le projet sociétal de cette France-là, évidemment, c'est les extrêmes. Il s'agit maintenant d'un flux,
on dit en français, un continuum. Un continuum qui va de là à là et entre les deux. Mais donc, qu'est-ce que je vais faire dans le prochain transparent? Je vais les croiser, bien entendu. Vous êtes d'accord? Puisque les deux, j'ai fait un axe comme ça, un axe comme ça. Donc on reprend. On a ici État-nation, multiculturalisme. On a ici État-providence, économie de marché. Mondialisation économique. Et là, qu'est-ce qu'on a ici? C'est donc préférence nationale, État protecteur ou État-providence. Ici, ça va être aussi État-providence, puisqu'on est là, et en même temps multiculturalisme. D'accord? Voilà. Multiculturalisme, économie de marché. Ici, multiculturalisme, État protecteur. Et ici, quelqu'un pourra me dire qu'est-ce qu'il va y avoir écrit ici? Voilà, vous avez raison, c'est préférence nationale et économie de marché. Vous comprenez? Ce qu'on a dit que là, c'est préférence nationale, c'est État-nation. D'accord? Regardez. Maintenant, on va mettre des partis politiques. Qui, en France, parle de préférence nationale et de s'occuper des exclus de la globalisation, de tous ces gens qui n'ont plus rien et qu'il faudrait leur renforcer des HLM et tout ça? Quel nom vous mettrez? Et préférence nationale. Préférence nationale. Ah, vous avez changé d'avis. Vous avez raison que c'est très proche en réalité. Vous avez compris, ça s'appelle Marine Le Pen. Ah ouais, c'est bon. Ok. Regardez, donc on a ici Marine Le Pen. Comment s'appelle ce parti qui prend une France plurielle et État-providence, qui veut aussi protéger et donner plus d'HLM, et le revenu universel, et toutes sortes de choses? Ok, ça s'appelle Mélenchon, c'est pas grave. Il faudra. Voilà, donc il propose une France plurielle et l'État-providence. Et maintenant, on a encore ici des gens qui disent qu'il faut donner de la place aux gens qui sont là. Vous comprenez que les Arabes ne vont pas s'évaporer. D'après l'Institut Montaigne, ils vont être 50% de la France, en 2070, auront un passé migratoire. D'accord? On a aujourd'hui, si vous connaissez les chiffres de Jérôme Fourquet, 22% des enfants qui naissent ont un prénom arabo-musulman. Comme un tiers des musulmans ne donnent pas de nom musulmans à leurs enfants parce que ça discrimine à la promotion sociale. Donc ça veut dire à peu près 30% des enfants qui sont avec un passé migratoire musulman. Alors on peut s'attendre qu'il puisse se passer quelque chose. Dans 20 ans, dans 30 ans, il peut se passer. Mais vous ne voyez pas Strasbourg et ça ne veut rien dire. De toute façon, à la fin, il faudra se rappeler, on doit choisir entre non, Zemmour, il est avec Marine Le Pen, c'est pareil. Ils disent tous les deux protection sociale, c'est le même discours. Et puis il sera balayé, Zemmour, de toute façon, il sert juste de. Il sert juste de juif, de caution ethnique. Bon, pas très intéressant. Donc qui est-ce qui est pour la France, pour l'économie de marché? C'est Macron. D'accord? Et qui est en bas maintenant, pour ça? Zemmour, en réalité, avec Le Pen. Il n'est pas pour l'économie libérale. Pas pour l'économie libérale. On va laisser un point d'interrogation. Sachez, pour ceux qui savent, qui connaissent un peu la société israélienne, en Israël, tout le monde est là. Personne n'a jamais pensé ni à ça, ni à ça, ni à ça. Tout le monde parle que ça. Il y a peut-être des extrêmes droites en Israël qui sont un peu plus là-bas. Mais disons que, en tout cas, personne n'a jamais pensé. C'est le positionnement de Zemmour, je suis désolé. Pardon? C'est typiquement très bien, le positionnement de Zemmour. Vous voulez présenter Zemmour ici? Non, je veux bien, j'ai pas de problème. C'est tel qu'il se présente. Il se présente comme étant, voilà. comme étant similaire au RPR des années 90. Très bien, très bien. C'est exactement ça. J'ai laissé un point d'interrogation, chacun mettra ce qu'il veut, comme ça on évitera les conflits. Mais j'entends, moi aussi je pensais que c'était Zemmour, jusqu'à que j'ai travaillé le sujet avec des spécialistes de politique française. Ils m'ont dit tu ne peux pas mettre Zemmour ici. J'avais mis Zemmour, quand je l'ai présenté au gouvernement, j'ai mis Zemmour ici, pour vous dire. Et à la télévision israélienne, quand il y a eu le premier tour avec Filon, j'avais mis Filon. Et d'ailleurs tous les Français d'Israël avaient voté Filon, à 90%. Parce qu'ils ont bien compris qu'il n'y a que ça. Cette équation-là, ce que je vous ai appris ici, je vous ai rien dit de nouveau. Vous êtes d'accord? Vous saviez tout ce que j'ai dit là. Mais non, on va simplement continuer. Quel est le problème pour nous? Quel est le problème pour les Juifs? Puisqu'on on dit, c'est bon pour les Juifs ou c'est pas bon pour les Juifs? C'est ça la question. Sinon, qu'est-ce qu'on n'est pas là pour parler de la globalisation et de la Chine, pas notre histoire. Donc ici, on vient pour travailler pour Coca-Cola, donc on arrive ici, on dit, le problème avec l'extrême droite, c'est qu'on va avoir xénophobie et antisémitisme, avec l'extrême gauche, on va avoir antisionisme, et avec Macron, d'une manière ou d'une autre, tous ceux qui vont continuer, on va avoir multiethnicité et pluralisation. Voilà. Et des fois, au lieu de créolisation, on peut remplacer par un mot qui s'appelle libanisation. Libanisation, ça veut dire que, comme les gens sont dans des boîtes à écho, parce que de la même manière que les Juifs sont plus religieux et
plus pratiquants que leurs parents et plus religieux qu'il y a 20 ans en France, on a la même chose chez les musulmans. On a un retour identitaire extrêmement fort chez la troisième génération. Et non seulement il est très très fort, plus ils sont éduqués et plus ils sont religieux. Et plus ils sont religieux, plus ils détestent les Juifs et Israël. C'est incroyable, vous voyez. On est dans un modèle qui va vers un renforcement. Et non seulement eux, il y a moins de mariage mixte chez les Juifs, moins de mariage mixte chez les musulmans. Et les Français de souche sont aussi dans un autre. Ça s'appelle L'archipel français, le livre de Jérôme Fourquet, où il dit que chacun vit dans son îlot et ne fréquente plus les autres. Vous voyez, avec les réseaux sociaux, tout ça. Donc on est là dans cette situation. Et en fait, j'ai plus ou moins fini ce que je voulais vous dire. En réalité, c'est assez grave. Mais je voulais simplement vous faire part de comment les Israéliens voient la situation. D'accord? Donc, la chose que je peux vous dire simplement, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont tentés par Marine Le Pen. Donc, je voulais simplement vous faire part que voilà ce que nous on pense. On pense que quand Marine Le Pen va passer au pouvoir, il va y avoir des émeutes dans les banlieues. On pense qu'il va y avoir que les 70 000 juifs qui habitent dans des quartiers sensibles vont se faire. Vont prendre des coups. Ça va être très dur pour eux. Et qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que la police, est-ce que la France va pouvoir envoyer l'armée, la police dans les 300 zones de non-droit? Est-ce que ça va se passer? On n'est pas sûr, parce que 30% des policiers et 25% des soldats sont eux-mêmes des gens qui viennent des banlieues. On est dans une situation qui pourrait faire peur. Maintenant, tout ce que j'ai dit... Vous étiez pas en France il y a un peu moins d'un an. En fin juin, quand il y a eu les émeutes. Voilà. Donc c'était une menace à l'émeute pour les Jeux Olympiques. J'explique simplement comment fonctionnent les frères musulmans. Les frères musulmans, en fait, ils veulent faire sortir les immigrés pour augmenter la présence musulmane dans l'espace public. On a dit de faire Eid al-Fitr et Eid al-Adha deviennent des fêtes nationales. Pour faire ça, s'ils disaient ça, les immigrés ne sortiraient pas dans la rue. Par contre, s'ils disent que c'est pour sauver les enfants palestiniens, comprenez, ils font de l'utilitarisme par rapport aux enfants palestiniens pour faire sortir les immigrés et les gens d'extrême gauche avec eux pour demander plus d'islam en Europe. C'est l'islamisation qui les intéresse, c'est pas le reste. D'accord? Regardez simplement, on laisse tomber tout ça, on revient à notre seul sujet qui nous intéresse vraiment dans une communauté, c'est celui-là, si vous voulez. Est-ce qu'on va être... Tout le reste, c'est pas dans nos mains. La seule chose qui est réellement dans nos mains, c'est celle-là, c'est ce qu'on a vu ici. Alors, vous voyez, on fait une révision rapide, à l'envers, comme dans les films de Charlie Chaplin qu'on faisait quand on était petit. Voilà, c'était celui-là que je voulais montrer. Voilà, je vais rester là, vous voyez. Qu'est-ce qu'on va faire? Où on va être? Comment on va s'y prendre? Quelle stratégie on doit faire pour, en cas il va y avoir des changements démographiques et qu'on se retrouve dans une situation qui n'est pas forcément favorable, comment on doit, dans une communauté qui est encore à sa pleine puissance, en pleine croissance comme Strasbourg, réfléchir à comment on va pouvoir se préparer à tous les scénarios. Le peuple juif ne peut pas se permettre de ne pas parler de tous les scénarios. Voilà, j'ai fini cette première partie, mais on peut passer à notre sujet qui était prévu. Si vous avez encore de la force, on va parler d'autres choses, on va parler de la croissance des Esquimaux. Non, c'était pas le sujet. Voilà, donc, voilà. Voilà. Je vous demande ce que j'aimerais surtout que vous me dites. Non, Dov, t'as rien compris, c'est pas comme ça. Il y a des erreurs dans ton analyse, il y a des trucs qui ne vont pas du tout, c'est pas comme ça du tout en vérité. C'est pas ça qui va se passer. J'aimerais vraiment vous entendre et vous démontrer, parce que j'ai vraiment envie, je suis venu pour entendre. Moi, je dirais... Allez-y, prenez le micro. Merci pour l'exposé. Moi, je dirais que pour avoir des personnalités comme Mme Simone Veil, Roland Rafa, ou M. Badinter, ce n'est pas que les études, c'est également des parcours de vie. Des parcours de vie. Oui, j'entendais. Je vais vous dire, regardez, d'abord vous avez raison, bien sûr, mais c'est toujours vrai, que c'est un parcours de vie, c'est une histoire, c'est une opportunité, il s'est passé quelque chose. Prenons le grand rabbin Jonathan Sachs. Le grand rabbin Jonathan Sachs, il avait une de leurs parents avec la reine d'Angleterre à la télévision. Il était considéré qu'il ne parlait pas que des juifs, il parlait des problèmes de moralité, des problèmes de valeur. Il est devenu une autorité. On a besoin de gens qui soient considérés. Je suis juif, mais je m'intéresse, je parle pour l'humain. Vous comprenez, il faut traduire la Torah en grec quelque part. Mais pour ça, il faut d'abord avoir la vraie Torah, et vous l'avez en France, grâce à Dieu, de manière exceptionnelle. Il faut en plus rajouter d'autres compétences qui s'appellent comprendre Spinoza, Hegel, Kant. Il faut comprendre tout ça à la fois. On a besoin de gens qui soient formés à des choses incroyables. Je ne sais même pas si ça peut encore exister. Et arriver aussi à être là-bas.
Et ça, pour ça, il faut faire un programme diplômant, formation. Vous viendrez tous les mardis soirs, pendant un an. On va vous former. L'école des cadres de Moscou, on va l'installer ici. On va vous former à devenir. On va choisir parmi vous une quinzaine de personnes à haut potentiel qui vont pouvoir s'engager. Et on veut que d'ici 3 ans, vous soyez capable de passer sur toutes les. Je veux vous dire, monsieur le grand rabbin, ne vous fixez pas, le seul rabbin français qui est traduit en anglais et en hébreu et qui passe parfaitement, c'est Delphine Orviller. Elle passe à la radio israélienne, parfaitement, sans accent. Elle dit des choses qui sont audibles par les Israéliens. Elle ferait son amie à demain, elle serait parmi des intellectuels leaders en Israël. Pas parce qu'elle dit des choses très nouvelles, elle dit des choses absolument banales. Mais elle sait, elle a les compétences pour toutes sortes, pour un parcours de vie. Vous avez parlé de parcours de vie, pour toutes sortes de choses, elle est là-bas. Et on a besoin d'autres cadres. Le judaïsme français est à 90% orthodoxe. On a besoin de former des gens, on a besoin de se bouger nous-mêmes, on a besoin de réfléchir. Je ne sais pas ce qui va se passer. Ce que je vous dis là, vous m'avez demandé, la question c'est le pourcentage, vous voulez me dire en combien de temps on a devant nous. Je ne sais pas combien de temps on a devant nous. Je ne sais pas du tout. On a peut-être 20 ans, 30 ans, 50 ans. Ça peut s'accélérer. Les catalyseurs. Le Covid a été un catalyseur. Le 7 octobre a été un catalyseur. Tout à coup, les masses sont tombées très vite. On est dans une situation qui va de crise en crise. On ne sait pas ce qui peut se passer, on doit se préparer à tous les scénarios, on doit se préparer à toutes sortes de choses. Allez-y, allez-y, allez-y. Voilà, je voudrais prendre 2-3 personnes qui voulaient bien parler. Ce que je voulais vous dire, Dov, c'est que vous êtes en train de nous expliquer qu'on est dans un processus de fin de galop. Et ça, on le sait. D'accord? On parlait de Strasbourg, c'est vrai qu'aujourd'hui, dès qu'il y a 10 juifs à Strasbourg, ils ouvrent une synagogue, et dès qu'il y en a 12, ils ouvrent une école. Mais de toutes les façons, on est dans une famille. Notre problème aujourd'hui, c'est ce qui se passe en Israël. Nous, on est conscient qu'on est. La page est en train de se tourner, elle va peut-être nous écraser, mais ce qui se passe en Israël aujourd'hui nous inquiète. C'est pas ce qui se passe ici. Ici, on va partir, on le sait. D'accord. J'imagine que tout le monde n'est pas d'accord avec vous, mais on va poser cette hypothèse, comme vous le dites, et vous avez tout à fait raison. Partir où, vous comprenez? Je vais vous répondre à ça avec le rabbin Josier Zambert, ça veut dire quelque chose. La source de vie le dimanche matin. Ce rabbin qui a permis à des millions de juifs, des centaines de milliers de juifs en tout cas qui étaient en France, qui étaient des expatriés notamment d'Afrique du Nord qui sont arrivés, qui n'avaient plus de contact, parce que quand on arrive les 15 premières années, vous savez, on doit d'abord s'occuper à donner à manger à ses enfants, avant de s'occuper de l'identité et du luxe, d'aller chercher qui on est, qu'est-ce qu'on va faire. D'abord, il faut donner à manger à ses enfants. Et bien le dimanche matin, il voyait la source de vie. On lui a demandé, les Juifs alors. Il a dit, les Juifs sont en danger dans 2 endroits. Dans 2 endroits. En Israël et en diaspora. Vous êtes d'accord? Voilà. Donc, on est tous dans le même bateau. Le 7 octobre a prouvé qu'on est tous dans la même histoire. On est dans un monde mondialisé. Vous avez compris pourquoi je parle de monde. Et pourquoi j'ai dit que ça, c'était le début pour comprendre ce qui se passe. On est dans une nouvelle donne. Ce qui s'est passé à Gaza, c'est pas Gaza qui a fait le coup. C'est l'Iran, c'est le Qatar, c'est Poutine. J'ai un dossier de 400 pages qui est paru dans l'Assemblée nationale, c'est pas secret. Je ne donne aucune information. Quand je suis en Israël, des fois je donne des informations qui m'arrivent directement du SCP, des services intérieurs ou extérieurs de la France, du Quai d'Orsay. Et là, je ne dis que des informations qui sont complètement publiques. Tout ce que je vous ai dit, c'est de l'ordre de l'évidence. C'est des informations qui se trouvent de l'ordre de l'évidence. Ce que j'ai dit, c'est vraiment le b.a.-ba. Je ne vous ai rien appris de nouveau, comme je vous ai dit. Eh bien, on s'aperçoit que on est tous dans le même bateau. On ne sait pas vraiment quoi faire. On n'a pas de vue. On n'a pas d'horizon. On n'a pas d'horizon. Ce qu'on pense, les choses que nous on voit pour l'instant, c'est qu'on voit que ceux qui reviennent du front ont une volonté d'en faire un peu comme les baby boomers en France après la guerre. Ils ont envie de tout changer. Ils vont prendre des postes, comme je vous ai dit pour la guerre de Kippour, ils vont prendre des postes en politique, dans la high-tech, ils vont inventer des choses. Tous les gens israéliens vont inventer des choses. On voit déjà que le shekel est en train de remonter. Vous avez peut-être remarqué que la high-tech israélienne est en train de remonter. Et si on arrive à liquider le Hamas, alors on va pouvoir prendre la paix avec l'Arabie Saoudite. Si on ne liquide pas le Hamas, alors on a un problème avec le Hezbollah, on a un problème avec l'Iran. Je dis simplement qu'on a un rapport de 400 pages à l'Assemblée nationale qui sont sur le site de l'Assemblée nationale et qui dit que comment fonctionne Poutine, comment fonctionne le Qatar en France.
Alors sachez que Poutine, c'est lui qui favorise l'extrême gauche et l'extrême droite, parce que son but c'est de déstabiliser l'ordre libéral démocratique. La Chine, pareil. Et évidemment, le Qatar, j'en parlerai pas ici, mais enfin, comprenez bien que, de toute façon, le Qatar est devenu un petit pays qui faisait 10 000 personnes, est devenu aujourd'hui l'arbitre, alors que c'est international, alors que, évidemment, ils sont, bon, voilà. Donc ils sont hyper puissants. Ceux qui peuvent arrêter les émeutes à Gaza, ils peuvent aussi arrêter les émeutes dans les quartiers sensibles en France, puisque c'est eux qui financent toutes les maisons de bienfaisance de l'islamisme en France. C'est eux aussi qui, évidemment, ils ont un réseau qui s'appelle Al Jazeera, qui leur permet en perfusion de leur ajouter le discours du Hamas au quotidien. Et le Qatar est représenté en France, ses intérêts immobiliers, c'est représenté par M. Nicolas Sarkozy, Dominique de Villepin. C'est des choses qui sont connues, ce n'est pas des choses que j'ai besoin de cacher. Ils ont investi 3,2 milliards millions dans les Ivy League, les 5 meilleures universités américaines, et ils forment les cadres de demain. Ils sont d'une intelligence brillantissime. Et on ne sait pas comment on peut mesurer avec ce genre de choses. Ce que je peux vous dire, comment se propose, je ne vais pas vous parler comment on fait, je vais vous dire par contre ce qui s'est passé dans l'histoire. Ça, on a un peu une perspective historique avec un peu de distance. J'étais dans l'avion pour venir d'Israël avec un évangélique, un chrétien. J'ai écrit justement pour le président d'État d'Israël un rapport sur les évangéliques parce qu'on a un problème chez les jeunes évangéliques qui sont moins pro-israéliens que les vieux. On avait besoin d'écrire un rapport stratégique pour travailler avec eux. Et lui m'a dit, écoutez, pourquoi on soutient Israël? Parce que c'est écrit dans la Bible que celui qui bénit Israël sera béni, et celui qui maudit Israël sera maudit. Nous, on veut être avec eux. Je lui ai dit, donnez-moi des preuves, vous me parlez d'un truc, vous me racontez des bobards, on n'est pas le synagogue, on n'est pas l'église ici, racontez-moi des preuves tangibles. Il m'a dit, écoutez, il y avait 5 armées qui ont attaqué les Juifs en 1948. Vous vous rappelez quel pays? L'Égypte, la Syrie, le Liban, l'Irak et la Jordanie. Les 5 pays, ils ont été bannis. L'Irak, la Syrie, l'Égypte, ils n'ont rien à bouffer. Le Liban, ils n'ont plus d'électricité. La Jordanie vit grâce à l'eau et la protection de l'aviation israélienne. Sinon, ils seraient bouffés par la Syrie et par l'Irak, qui rentreraient chez eux comme les autres. Et ils sont protégés que par Israël. Vous comprenez? Donc on est dans une situation incroyable quand même. Donc ceux qui ont attaqué Israël, c'est pas seulement l'Empire perse, Amman, Hanouka, Pourim, qui ont disparu. Et nous, on a réussi à croire, j'ai cru voir sur l'entrée, je suis passé tout à l'heure avec Yoav, qui m'a montré, mais on ne s'est pas arrêté. La phrase de Zacharie, c'est possible, qui a écrit là-bas? Vous voyez? By my spirit. Pas par la force, mais par mon esprit. L'esprit, c'est l'étude de la Torah, le judaïsme, la pratique des commandements. C'est ça ce qui a fait que le peuple juif a résisté à ces empires qui étaient 1 million de fois plus forts que nous. Donc on a une arme force. On a une arme secrète. C'est l'humour. Bon, on a d'autres forces. Bon, on a une autre force, c'est la prière. Bon, on va dire comme ça. Bon, on a d'autres forces, c'est qu'on n'a pas le choix. Surtout. Bon, alors, avant de rentrer dans des plaques, parce que j'en ai vraiment une série à vous raconter, mais après peut-être, pour ceux qui resteront pour la deuxième séance. Et écoutez, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez un peu plus simplement des choses aussi que vous savez. Les Arabes, ils n'ont pas aimé les Juifs. Vous savez que le peuple palestinien et l'OLP étaient des inventions du KGB. Tout simplement, on a les archives, on sait que ça a été fait. Ils n'ont jamais pensé à pas de peuple palestinien. Tout ça, c'est une invention simple. Maintenant, ils sont devenus un peuple, peut-être. Mais à la base, c'était pas un peuple. On a pris des gens, on leur a dit, vous allez être comme ça. Jusqu'en 67, on n'a pas entendu parler d'eux. C'est seulement quand tout à coup, il y a une histoire qu'on a inventé cette histoire pour faire ça. Et d'ailleurs, on a trouvé un jour, j'ai trouvé dans les archives du KGB, la rencontre entre Ho Chi Minh et Arafat. Et Ho Chi Minh qui expliquait à Arafat, il lui dit, mon pote, tant que tu demanderas à jeter les Juifs à la mer, tu n'auras jamais le soutien des gauchistes occidentaux. Fais comme moi, demande la moitié du Vietnam, et après tu prends la deuxième moitié. Voilà. Il a compris, on a compris qu'il comprenne. Donc il faut leur expliquer. Donc voilà comment on fait. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils ont fait les Arabes? Ils ont fait d'abord une première guerre conventionnelle. Ils sont pris une Italie. Deuxième guerre en 67, une Italie. Troisième guerre, une Italie. Ils ont dit, oh, c'est bon, on va utiliser une autre méthode. Celle-là, c'est pas la bonne. On va utiliser le terrorisme. Non, le but du terrorisme, c'est de terroriser les gens. Les gens ne sortent plus au café, ils ne vont plus au théâtre, ils ne sortent plus rien, ils ont peur, ils doivent avoir peur. Israël a mis du temps, on met du temps. Comme vous avez vu, on a pris 3 guerres, on a pris 20 ans pour apprendre à se battre contre la guerre conventionnelle. Puis on est arrivé contre le terrorisme. Aujourd'hui, il y a du terrorisme. Ça fait des dégâts, mais ce n'est pas une menace existentielle pour l'État d'Israël. Une menace existentielle, c'est ce que ça met en danger
la souveraineté juive en Israël, l'antiglationniste. Donc ça peut tuer 10 personnes, 100 personnes, c'est énorme, chaque personne est terrible, mais ça ne met pas en danger plus. Et ils arrivent maintenant à une troisième guerre, c'est la guerre intellectuelle contre Israël, celle que vous voyez au quotidien. Et on n'a pas encore trouvé, on va devoir travailler. C'est pour ça que je dis qu'on a des instituts de recherche qui réfléchissent, qui comprennent comment ça fonctionne, quelles sont les dynamiques internes, et encore une fois, chaque fois, enlever l'essentiel de l'accessoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on veut dire vraiment? Comment ça fonctionne? Analyser les choses. On a besoin de l'aide de juifs de diaspora pour ça. Parce que nous, en Israël actuellement, on est rentré dans... Nous sommes unis par la haine universelle. C'est-à-dire qu'en Israël, on est rentré dans le mood où on ne fait confiance à plus personne. Macron est quelqu'un qui aime bien les juifs, bien entendu. Il aime bien Israël. Sa femme a autour du cou un médaillon, il a écrit « Ramenez les otages, bring them home ». Ça n'empêche pas que son mari doit veiller à éviter les émeutes. Donc il ne pourra pas, il va être obligé d'aller voir un jour Netanyahou pour éviter qu'il y ait des votes qui passeront chez Le Pen, et puis il va après aller voir Ramallah pour éviter les émeutes. Vous comprenez? C'est ça. Et il va dire donc, envoyez un cessez-le-feu. Vous croyez qu'il ne sait pas qu'un cessez-le-feu, ça veut dire que c'est la fin de l'État d'Israël? Il le sait. Mais il a les Jeux Olympiques de 2024. Il n'a pas envie qu'on lui fasse la menace des émeutes et qu'on mette le pays à feu à sang. Donc il doit trouver des façons pour comprendre sa solution. Biden, il n'aime pas les Juifs, il n'aime pas Israël, c'est quelqu'un, un profond ami. Lui, il a des états bascules, ça s'appelle le Minnesota, le Michigan, il y a 400 000 Arabes, 400 000 musulmans, 200 000 musulmans, 300 000 musulmans. Il est obligé de dire des choses qui ne plaisent pas forcément. Vous comprenez? Donc c'est assez simple. Donc Israël est rentré sur un mood de ce qu'on appelait la solitude d'Israël. On sait qu'on a raison pendant 2000 ans. Nous savons que nous avons raison. Nous devons détruire le Hamas. Personne ne nous comprend. C'est indicible. Je ne peux pas parler avec les gens. Personne ne comprend ce qu'on est en train de dire. On ne peut pas dire qu'on est l'entité morale, Badinter et Simone Veil. Non, on est en train de massacrer les gens parce qu'ils se cachent là-bas et qu'ils utilisent les enfants comme clés humains. Donc on n'a pas tellement de choix. Donc on va continuer à faire notre travail. Et les gens comprendront. Et après, on va les sauver. Ceux qui ont soutenu Staline, vous savez, les mêmes intellectuels, les Sartre et les grands intellectuels français, ils ont soutenu Staline, ils ont soutenu Pol Pot, ils ont soutenu Mao, ils ont soutenu Khomeini, ils ont soutenu Hamas, c'est les mêmes. Et après, un jour, on va les sauver, ils vont comprendre. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Ça qu'Israël ont été les premiers à fouiller dans les aéroports. Le monde nous a dit, mais vous êtes des parano, arrêtez, ayez confiance au monde. Sourions, le monde va vous sourire. Pourquoi vous fouillez dans les aéroports? C'est quoi cette façon de faire? Aujourd'hui, tout le monde fouille dans les aéroports. C'est l'israélisation du monde. Après, Israël a fait des murs pour empêcher les terroristes de rentrer. Ils ont dit, mais eux, arrêtez, c'est pas des façons de faire, c'est inhumain, c'est pas bien. On a détruit le mur de Berlin, pas pour construire des murs, il faut arrêter les murs, il faut ouvrir les ports, ouvrir vos cœurs, n'ayez pas peur, ayez confiance. Et tout le monde toujours construit des murs. La Turquie, la Hongrie, le Mexique, l'Amérique. Vous voyez? Donc ok, ils ont raison. Ils ont raison, mais nous, on était seuls, alors on avait tort. Bon, alors on continue. Et après, les Israéliens, ils ont bombardé aux Irak. Ah, qu'est-ce qu'a dit Chirac? Il a dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce que vous faites? Et puis, quand il y a eu la première guerre d'Irak, Bush a envoyé une lettre au Premier ministre israélien en disant, heureusement que vous avez détruit aux Irak, parce que sinon on aurait eu une guerre atomique dans le monde entier. Donc on fait ce qu'on doit faire comme on a fait pendant 2000 ans. On sait ce qui est juste. On fait la justice. On fait ce que nous ont enseigné nos maîtres. On fait ce qui nous a indiqué notre cerveau. Et ce que nous a pensé d'après la morale, qui est notre boussole interne, qui est ce qui doit être juste. Et que les gens ne comprennent ou pas, ça sera une deuxième chose. On peut parler, peut-être qu'on ne pourra pas parler. D'accord? Donc, je peux vous donner d'autres. On a fait les attentats ciblés. Je peux vous en donner une série. Les attentats ciblés. Vous savez, les attentats chirurgicaux comme ça. Ils ont dit, mais c'est pas possible, comment vous faites des choses pareilles? Aujourd'hui, tout le monde le fait. Vous voyez? Donc, on en a plein. C'est-à-dire que nous, on ne s'occupe pas de savoir ce que pensent les gens. On fait ce qui doit être fait. On sait ce qui est moral. On se dit, l'armée d'Israël est l'armée la plus morale du monde. Mon fils a été blessé parce qu'il a fait ce qu'aucune armée au monde aurait fait, de rentrer maison par maison. Et que après avoir nettoyé 4 maisons le 12 décembre, il est rentré, son officier lui a dit, écoute, il y a peut-être des soldats à nous, alors c'est moi qui vais rentrer devant toi, que ce soit toi. Mon fils rentre avec la mitrailleuse, et lui, il est derrière, normalement l'officier il rentre à deux. Il a dit, je vais rentrer moi, et tu tires pas, parce que s'il y a des soldats israéliens, c'est moi qui dirai quand tirer ou pas tirer. Il est rentré, ils ont pris un RPG, c'est un bazooka, mon fils est plus grand, il a pris dans le cou et dans les dents. Mais voilà, on a eu un miracle, on a récupéré notre fils vivant. Il y a eu 9 morts dans cette maison. Le même maire, le même père, le Magat, le Mahat. Tous ces copains qui étaient rentrés, ils sont rentrés en mars armés. Ils ont passé un an et demi à Gaza, et déjà tous descendent.
ça va être facile pour eux? Je ne sais pas, mais là, il est retourné pour rentrer dans un cours d'officier. C'est-à-dire qu'on a des jeunes, la révolution sioniste la plus grande, c'est qu'on a des jeunes qui rentrent dans la tourmente pour aller, ils n'ont pas peur, ils entendent comme ça tire, et ils rentrent dans la tourmente. Et chacun qui est rentré, il a vu qu'on tirait de partout là-bas, ils étaient dans les maisons qui étaient barricadées, qui tiraient sur tout le monde. Ils sont rentrés dans la tourmente pour aller chercher leurs copains qui sont dedans. Et encore, mon fils disait, mais je n'ai pas pu, j'aurais pu rentrer, balancer une grenade, laisser le truc. Et bon, on arrive à l'enterrement de son officier, le père l'a embrassé, il a dit, ton fils est mort pour moi, il est mort à ma place. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a une génération de géants. Autant le monde qu'on est ici, c'est un monde de géants, de technologie, de nains, de spiritualité, de moralité. Là-bas, c'est exactement le contraire. Donc, est-ce qu'on a confiance à Israël? L'économie d'Israël va rebondir d'une manière absolument astronomique. Est-ce qu'on a un danger encore qu'on revienne au 6 octobre de toutes les manifestations? C'est quelque chose qui peut absolument arriver, on n'est pas prophète. Je peux vous dire qu'un de mes collègues qui était avec moi, il a dit pendant un an, nous étions dans les manifs, ceux qui faisaient les manifs contre la réforme et ceux qui étaient les manifs pour la réforme. Dans mon sens, tout le monde est contre la réforme, tout le monde est contre Netanyahou, d'accord? Quand je suis arrivé là-bas, ils m'ont vu arriver comme ça, avec une kippa. Ils m'ont dit, ah, vous êtes religieux, c'est pas grave, mais on ne pensait pas qu'on pouvait être à la fois rabbin et intelligent. Bon, vraiment, bon, ils ne pensaient pas, ils disaient, non, mais c'est pas possible. On a vu vos papiers, vos analyses, c'est pas possible, ça va pas ensemble, il y a quelque chose qui va. C'est une erreur de casting. Bon, on va faire avec. Bon, écoutez, donc on est dans une situation, et donc, oui, on a une situation qui est en train de se passer quelque chose. Il disait le 7 octobre, on s'est retrouvé avec des gens qui étaient de l'autre camp. Et on s'est retrouvés ensemble, on est arrivé à Be'eri, on est arrivé dans les villages, dans les kibbutz. On a vu par rapport aux monstres en face, nos différences étaient infinitésimales. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en vérité, cette discussion entre Israéliens, c'est une discussion qui n'est pas autour est-ce qu'on doit brûler vif des enfants devant leurs parents, est-ce que tout. C'est des discussions, est-ce que vous pensez que la démocratie c'est plus qu'on donne au peuple, plutôt aux élites, une technocratie qui viendrait pour préserver le libéralisme, il faut mieux donner aux élites ou alors donner au peuple? Vraiment, c'est ça le débat. C'est un débat qui en vérité complètement, qui correspond à un débat ludique de vraiment de. Est-ce que tu penses comme ça? Moi je pense comme ça, et comme ça, et comme ça. En vérité, plus on va se battre de ce genre de choses, au niveau des indicateurs de cohésion nationale, l'État d'Israël est considéré comme un des pays qui a le plus de cohésion nationale. Sachez-le. C'est un pays où les gens sont plus heureux. Alors, les pays qui sont avant, c'est genre la Finlande et les pays où il ne se passe rien. Vous voyez, on apprend qu'il y a un chien qui a porté quelqu'un. Alors, Israël, on est des situations. Et les gens sont libéraux. Ils ont 3 enfants, 4 enfants. Et si parmi nos recommandations, on dit il suffirait d'enlever les taxes sur la voiture de 7 places pour que toutes les familles israéliennes veulent avoir leur 4e enfant. Vous voyez, c'est simple, ça coûte pas cher. Faire un peu les crèches moins chères et tous les gens vont aller. C'est des choses qui sont très simples pour arriver à encore une plus grande croissance. Les gens croient en l'avenir. Donc, j'ai un biais cognitif, comme vous avez pu comprendre, c'est moi qui ai écrit le plan de l'IA. Donc, j'y crois. Mais j'y crois et je crois vraiment qu'il se passe en vérité. Vous l'avez dit tout à l'heure, la fin de la galoute, ça veut dire qu'en vérité, soit les Juifs entendent le kidouche, soit ils entendent le chauffard de la délivrance. Et qu'à un moment, la majorité des Juifs sont déjà en Israël, vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au niveau religieux, la présence divine revient en Israël. Le souffle prophétique commence à revenir. Il peut se passer quelque chose de ce qu'on voit maintenant, ce que vous voyez des startups, ce que vous voyez la créativité culturelle qu'on a inventé, Waze, des Mobileye, etc. C'est que le début de quelque chose qui commence à scintiller, qui commence à souffler dans le peuple du peuple juif. Dieu revient vers son peuple, comme disent les évangéliques. Après travailler 4 mois sur les évangéliques, je peux vous dire que bon, je suis bien inspiré par leur discours pré-millénial, post-millénial, amillénial. Bon, je connais bien. Mais écoutez, donc il se passe quelque chose peut-être. On peut y poser, mais c'est une hypothèse. Vous pouvez rayer du protocole parce que je ne saurais pas vous dire. Il se passe quelque chose, en tout cas dans l'histoire du peuple juif, qui s'accélère. Et comme je vous ai dit, le peuple juif ne s'est jamais aussi bien porté. On a surtout par rapport aux 4 scénarios dont je vous ai parlé dans l'histoire, vous vous rappelez Joseph, tout ça, la sortie d'Égypte, on a une puissance, on appelle la bombe atomique. Vous voyez, c'est simple. Ça s'appelle un truc simple, c'est qu'on n'est plus dans la même. On n'est plus simplement des proies faciles, easy prey. On n'est plus dans les easy prey, TRF4. On est dans une autre situation. Alors, bien évidemment, comme a dit M. Dahan, le 7 octobre, on avait une équation qui était la base du sionisme, qui disait ce qui s'est passé à Kishinev, c'est parce que nous n'avons pas de souveraineté nationale, nous n'avons pas d'État, et donc c'est pour ça qu'il y a eu un pogrom. Et le 7 octobre, cette équation-là est tombée, puisqu'on s'est retrouvé à avoir une souveraineté nationale
et ça ne nous a pas empêché de pourrir. Vous voyez? Donc c'est des choses qui ont cassé, et ça s'appelle un choc profond dans la tête des Israéliens. De la même manière, c'est-à-dire qu'on est obligé de repenser notre copie, on doit réviser notre copie. On doit revoir plein de choses en Israël. Il va se passer des phénomènes. Je vous ai dit que la guerre de Kippour, 4 ans plus tard, on a eu un changement du gouvernement où on est passé tout à coup de l'économie collectiviste à une économie libérale. Ça veut dire qu'il est possible qu'on va avoir des changements astronomiques. Et évidemment, on a besoin de plein de gens qui sont compétents pour aider à faire ce changement. Il peut se passer des choses merveilleuses. Et le peuple juif aujourd'hui, on est tous dans le même bateau, réellement. On est dans le même bateau parce qu'on a souffert en même temps. Une certaine mesure, les juifs de diaspora sont même, quelque part, les otages de la politique étrangère de l'État d'Israël. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien fait, ils sont sur Estrapotin, et puis tout à coup, les gens leur disent des choses dans la rue, mais ils disent, mais qu'est-ce que j'ai à faire? Moi, je n'ai rien à voir, pourquoi vous m'accusez à moi? Vous voyez? Et c'est comme ça parce qu'en fait, on est dans un monde globalisé avec ce qu'on appelle des identités assignées, c'est-à-dire que les gens ne leur demandent même pas leur avis. Voilà, je vous passe le micro, je vais voir, et vous gérez le micro, et passez-le si vous voulez. Et si vous avez des questions, quoi, simplement. J'ai juste une question à vous poser parce que moi personnellement, je n'ai pas une vision très optimiste du proche avenir, principalement d'Israël. Et peut-être que vous avez des informations qu'on n'a pas, mais vous semblez voir un futur rayonnant pour l'économie israélienne, pour la sécurité d'Israël. Moi, ce que je vois, c'est que prochainement, il y aura beaucoup de remises en question sur les raisons de cette catastrophe du 7 octobre. On voit une guerre à Gaza qui n'en finit pas. On voit une menace qui vient du Hezbollah qui continue et qui va en s'amplifiant. Moi, j'aimerais bien comprendre l'optimisme que vous avez communiqué ces dernières minutes. Alors regardez, d'abord, c'est à vous de juger. Juger sur pièce. Moi, je ne suis pas. Écoutez l'enthousiasme qu'il y a chez moi ou qu'il n'y a pas, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ce qui est plus intéressant, c'est d'écouter les faits et ce qu'on apporte comme argument. Alors, vous savez ce qu'avait répondu Gershom Scholem à Hannah Arendt quand elle critiquait comme ça ce qui s'était passé au procès Hirschman? Elle a dit, vous lisez trop la presse antisémite. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je vais vous dire, quand Abraham a voulu sortir de Bourg-Castille, les gens lui ont dit, t'as aucune chance, ça ne marchera jamais. Aujourd'hui, il y a 4 milliards de chrétiens, ou de juifs, de chrétiens, de musulmans, qui sont là, qui croient ce qu'a dit Abraham. Il était seul. Il était d'un côté de la rive, et tout le reste du monde était de l'autre côté de la rive. Quand Moïse a voulu sortir d'Égypte, tout le monde était contre. Personne ne comprenait ce qu'il racontait. Et les gens lui ont dit, mais t'es complètement cinglé, on ne peut pas sortir, l'Empire, le truc. Vous comprenez? Quand Herzl a écrit l'État juif, tous les grands rabbins et toutes les autorités, que ce soit à Strasbourg, quand c'était allemand, quand c'était français, tout le monde lui a dit ça ne marchera pas. Les Binoui, ils étaient 17, ceux qui ont créé l'État d'Israël aujourd'hui. La majorité des Juifs sont en Israël. On a l'habitude. Quand on a commencé la guerre à Gaza, les gens nous ont dit n'entrez pas, ça ne marchera pas, vous aurez des centaines de milliers de morts. Et après, ils nous ont dit ah non, ça ne marche pas, mais vous allez vous embourber, ça ne marchera pas. Et vous allez faire ça, ça ne marchera pas, ça ne marchera pas, ça ne marchera pas. Très bien. Heureusement qu'on est un peu autiste, on n'entend pas ce qu'il raconte, et qu'on continue à foncer dans notre histoire depuis 3500 ans. Mais vous avez raison. C'est possible que vous dites, elle peut avoir raison. Tous les scénarios, je voulais que je vous donne des scénarios négatifs, j'en ai encore des plus graves que ce que vous dites. Je vais juste vous raconter une petite histoire. Allez-y. Bon, allez, très vite. Le samedi matin, on a l'habitude de prendre un café entre nous, et, rapidement, et souvent on discute. Et un de l'assistance parlait de manière assez pessimiste sur l'avenir. Et un autre lui a fait remarquer, tu as oublié une chose, tu as oublié Hachem. Et en se rappelant d'Hachem, on doit être optimiste. Est-ce que c'est ça que vous voulez nous faire penser? Je vais vous citer nos maîtres. C'est Lénine, Trotsky et Gramsci. Alors là, je vais vous citer Antonio Gramsci, le communisme italien, qui était juif de Sardaigne. Trotsky aussi était juif et Lénine avait un grand-père juif, mais je vais vous parler d'un autre juif qui s'appelle Gramsci, et une phrase qui est très connue chez lui qui s'appelle le pessimisme de la raison et l'optimisme de la volonté. On va tout ça dire. Ben, si on fait des analyses purement neutres, on arrive à ce que tout est bouché.
On n'a aucune chance. Pas seulement là-bas, ici, là-bas, le climat. Mais tous ceux qui ont pensé comme ça, vous savez, les Français, ils ont pensé, étant donné que les avions sont plus lourds que l'air, et ben, ils n'ont pas réussi à décoller leurs avions. Les Américains, ils n'ont pas pensé, ils ont pris leurs avions, ils ont réussi à décoller. Donc on peut penser, et il ne faut pas trop penser en réalité. Chez Rabbi Nachman de Breslev, il dit qu'il faut être simple. Il faut y croire. Et ça marche. C'est ce que dit Antonio Gramsci, qui a pensé la même chose que nos sages. Il était juif, il n'avait pas connu, il a eu la chance d'étudier les textes traditionnels, mais c'est simple. Oui, évidemment. On a, tout ce que je vous ai raconté, c'est des équations. On a enlevé Dieu de l'équation. Donc si on rajoute Dieu dans l'équation, alors c'est comme vous rajoutez infini dans une équation. Tout peut être possible. Mais sachez que Dieu n'a jamais abandonné son peuple. Et chaque fois où on était dans le pire des désespoirs, où on pensait que tout était noir et rien n'allait sortir, c'est à ce moment-là qu'on a eu la plus grande délivrance. Vous voyez? Et on doit être dans un rêve et on ne sait pas ce qui se passe. Comme on lit dans les psaumes, nous étions comme dans un rêve quand nous revenions à Sion. Et après on dit l'Adonai la Satin El. Qui est-ce qui dit ça? Qui est-ce qui dit que Dieu a fait un miracle pour eux? On était comme dans un rêve, on était des rêvants. Et c'est les goyim qui voient d'abord qu'on fait un miracle. C'est impossible. Comment des nations, des juifs qui étaient dans des camps de concentration, des cendres et dans des chambres à gaz, ont réussi à se remonter. Moi j'ai des étudiants qui me disent bah, je ne peux pas écrire, ma copine m'a plaqué. 3 ans après, on a construit un pays. On a une capacité de résilience, de transformer la peine, le deuil, dans une autre chose. J'ai commencé par ça, mon intervention ce soir. On est dans une autre situation. On se retrouve entre nous, on réfléchit en petit groupe, autour d'un café, le samedi matin ou un autre jour. On étudie des textes. Étudier, ça veut dire prendre des textes du passé, nos textes fondamentaux. Vous allez me contredire ou pas, monsieur le parrain. On prend les textes fondamentaux, les textes fondateurs du peuple juif. On les fait rencontrer nos dilemmes et nos questionnements et nos enjeux d'aujourd'hui pour créer du sens pour demain. Et c'est ça ce qu'on appelle l'étude, c'est le secret du peuple juif. L'étude, ça veut dire qu'on prend les textes, on se pose dedans, qu'est-ce qu'ils peuvent bien nous dire? La révélation qui arrive d'un autre monde et qui arrive nous donner une inspiration qui nous permet de penser complètement en dehors de la boîte, penser à autre chose complètement. On a besoin de gens qui inventent des nouveaux modèles. Donc, est-ce qu'on a, en vérité, on n'a aucune solution. L'État d'Israël est dans le mur complètement. On ne sait pas ce qu'on va faire. On ne sait pas ce qu'on va faire. Personne n'a de solution. Les scénarios peuvent être, il y a des scénarios catastrophes qui sont bien plus graves que ce que vous dites. Même si, en vérité, les scénarios catastrophes, ils ne peuvent pas tellement se passer. Mais, peu importe, c'est pas grave. Je vous laisse un peu d'angoisse comme ça, au moins. Profitez de l'angoisse. Alors, sachez qu'on n'est pas inquiet. Mais en Israël, on n'est pas inquiet, mais c'est pas grave. On va rester dans l'inquiétude. Vous comprenez bien que l'Iran, c'est nos ennemis. C'est grâce à eux qu'on fait la paix avec l'Arabie Saoudite, avec le Bahreïn, avec les Arabes, vous comprenez? Donc c'est nos ennemis, mais à la fois, c'est aussi des gens dont on a besoin. Le Qatar, c'est nos ennemis, mais c'est quand même, on en a besoin pour faire d'autres choses. Donc on est dans un monde compliqué, on n'est plus dans un monde de bisounours où il y a des gentils et des méchants. On est tous dans un monde plus compliqué. D'accord? Ça s'appelle le Proche-Orient compliqué. C'est impossible de mettre cette complexité dans une matrice. Alors, par définition, tout modèle est une simplification, une réduction à dire qu'est-ce qui est important, ce qui n'est pas. On pourrait parler comment ça se passe. C'est pour ça qu'on se trompe tout le temps, d'ailleurs. Vous savez, 3 jours avant que Moubarak tombe, le patron qui était le chef du renseignement militaire israélien a dit, il est passé à la télé, il a dit il en a au moins pour 6 mois. Et mon autre patron aujourd'hui, celui qui s'appelle Denis Ross, qui a fait les accords de paix d'Oslo, les accords de paix avec la Jordanie, qui est le patron du Djibouti, bah, lui aussi continue à dire des choses comme ça, ouais, que les accords d'Oslo c'était un grand succès, que la sortie de Gaza c'était un grand succès. C'est pas grave, bon, on se trompe tout le temps. Pourquoi on se trompe tout le temps? Parce que, étant donné qu'on fait des modèles réducteurs, ils sont tellement réducteurs, parce que ce qui intéresse un politicien quand vous lui parlez, il veut savoir go, no go. On attaque l'Iran, on n'attaque pas l'Iran. On doit tout réduire à des équations tellement simples qu'on oublie la complexité qui est derrière, et on doit essayer de faire très attention à de dire l'essentiel. Donc c'est compliqué. Écoutez, je vais résumer tout ce qu'on a dit ce soir. Nous vivons un moment magique, merveilleux. Il se passe un moment historique qui est en train de se vivre. Le plus important pour le peuple juif, c'est qu'on n'a jamais vu autant de solidarité dans le peuple juif. Autant de juifs qui reviennent
à leur tradition, autant de Juifs qui reviennent dans le lien avec Israël, qui se sentent tous ensemble, et comment on peut réussir à faire des choses. Et dans ce cadre-là, et ce retour identitaire va aller avec des choses qui peuvent être incroyables. En Israël, pour vous dire, pour aller dans votre âme, on disait au début de la guerre, soit on va avoir une vague d'Aliyah très forte, soit on va avoir une vague de Yérida très forte. Vous voyez, on ne sait pas ce qui va se passer, ça dépend de nous aussi. Donc, on est dans une situation où on est un peu dans le flou, mais en réalité, si vous regardez bien, tous les dirigeants politiques sont plus ou moins d'accord sur ce qu'il faut faire. Un peu comme je vous ai dit pour les gens qui, le 7 octobre, se sont trouvés à combattre contre les terroristes et qui se sont dit, finalement, on est d'accord sur tout. En Israël, par rapport à la matrice que je montrais, tout le monde est d'accord qu'on doit être que dans ce cadre-là, économie de marché et identité nationale forte. Personne ne pense autrement d'Israël. Personne ne pense qu'il faut, on a envie de devenir Damas. Personne n'a envie de vivre à Damas. Personne n'a envie de vivre à Beyrouth. Personne n'a envie de vivre à Hamad. Personne n'a envie de vivre au Caire. Vous comprenez? Tout le monde est plus clair. On n'a pas tellement de choix. Les choix qui nous restent, c'est de savoir, par exemple, on pourrait peut-être tous se convertir à l'islam. Vous voyez, ça serait une solution. Mais on a laissé tomber parce qu'il fallait qu'on décide si on voulait se faire sunnite ou chiite. On va s'arrêter là. On va aller dire c'est bon.